Donc, alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Pascal Cucchini et je suis l'auteur de la méthode MAPI, méthode d'accompagnement et de pilotage des parcours d'insertion, directeur d'un cabinet et d'un organisme de formation qui s'appelle B2C Projet et qui est spécialisé depuis 25 ans maintenant dans l'accompagnement des structures d'accompagnement. Donc, on fait des formations en méthode, mais également on travaille en accompagnement et en conseil autour du montage de dispositifs. Et c'est cette expérience-là que je vous propose de partager parce que au fur et à mesure du travail, alors en méthodo d'accompagnement, mais aussi en méthodo de dispositif, ben, il y a quelques règles ou quelques éléments que ben, on a pu constituer. Et donc, c'est un partage d'expérience. Je suis là pour répondre à vos questions. Il y aura probablement des éléments qui vont peut-être créer de la dissonance. Ben, c'est un peu le but aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Donc, la proposition, c'est bien évidemment d'identifier la place de l'ingénierie, puisque l'ingénierie, dans nos métiers, c'est quelque chose d'extrêmement, et vous verrez, pour moi, important. Ça a beaucoup de vertus. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire-là et que je pense qu'on va beaucoup travailler là-dessus. Vous me direz à la fin de la séance ce que vous en pensez. Si j'ai réussi alors, à vous convaincre, en tout cas à vous faire partager mes convictions. Et bien évidemment, ben, moi, vos retours sont tout à fait intéressants là-dessus. On va poser quelques bases théoriques et conceptuelles et techniques parce qu'il y a des principes de base et il y a des éléments de connaissance à avoir sur lesquels, si on les a pas, le problème d'ingénierie, on va, de mon point de vue, pas taper dans le bon sens. Donc, il y a des principes. Et encore une fois, c'est un partage d'expérience et de connaissances. Ce n'est qu'un partage. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis derrière, effectivement, bah, je vais vous montrer quelques éléments. On va faire un petit exercice quand même. Et puis, pour que vous appréhendiez un peu les choses. Et puis après, je vous présente, j'ai prévu trois éléments. Une information collective, comment on peut la mener et comment on peut mener une ingénierie en information collective. Le SEJ, le dispositif SEJ, puisque j'ai eu le bonheur de travailler avec la mission locale du pays salonnais sur bah, justement le montage du dispositif SEJ et pour la restructuration, donc je vous expliquerai ça. Et puis, j'ai pris un classique, le dispositif RSA, et comment justement on peut réingénierer, ça fait bien, ça c'est un joli mot, comment on peut réingénierer le dispositif pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats. Voilà. Ouais, j'ai mis des éléments comme ça. On devrait passer 2 heures, 2 heures et demie ensemble sans aucun problème. Si on a l'envie et la possibilité, ben, on pourrait passer 3 heures jusqu'à midi et demi. Je ne sais pas s'il y a des impératifs, mais c'est un petit peu ça l'idée. Alors, en démarrage, quelques remarques préliminaires sur lesquelles il faut qu'on soit, en tout cas, moi j'ai envie de partager avec vous ces éléments, alors qu'on soit d'accord ou pas. Si on n'est pas d'accord, on peut en parler, bien évidemment. La première spécificité, c'est que notre activité d'accompagnement a une caractéristique extrêmement bizarre et difficile à appréhender, c'est qu'en fait, seule la personne accompagnée est en capacité d'obtenir un résultat qui, bien sûr, s'inscrit dans la durée. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, moi j'en ai beaucoup à ce niveau-là, de trouver un travail à quelqu'un ou de trouver une solution à quelqu'un, de lui demander de faire quelque chose, de voir des fois le contraindre à faire quelque chose. Alors ça peut marcher, ça va peut-être marcher au démarrage, mais si on veut que la personne s'inscrive dans sa nouvelle situation durablement, eh ben, il y a qu'elle qui peut y arriver. Et nous, là-dessus, on est complètement démunis, c'est-à-dire qu'en fait, on a peu de capacité d'action pour obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il est persuadé qu'il faut qu'il fasse sans jamais réussir à le mettre en œuvre. Si on propose une offre d'emploi à quelqu'un et qu'on incite à le prendre, on peut avoir, et je vais revenir dessus, je prends cet exemple-là, hein, on peut avoir des comportements un peu bizarres, c'est-à-dire que la personne y va et puis au bout de quelques temps arrête. On voit ça très bien pour les formations ou toutes les actions qu'on préconise sur les parcours d'insertion, par exemple. Ce ne sont pas des phénomènes, ce sont pas spécifiques, c'est des phénomènes connus et c'est normal qu'ils se comportent comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a que la personne qui va obtenir son résultat. D'accord?
Je vous ai mis quand même pour quelques rappels rapides. Alors, bien évidemment, il y a plein d'éléments que je vais survoler, que vous pouvez aller revoir dans des webinaires antérieurs, dans le bouquin, bien évidemment, voir sur, vous l'avez dit, hein, sur YouTube, sur ce qu'on fait. Le parcours, on est d'accord que c'est la suite des activités et des décisions qui jalonnent la vie d'une personne. Je crois que c'est le petit Robert 2003. Je n'ai pas réactualisé la définition parce que je la trouve très bien. Donc, on a bien des décisions et des activités et on est bien d'accord qu'on est sur un parcours relativement systémique où, bien évidemment, c'est un petit peu l'idée de la reine de poisson à l'envers, où on a un objectif qu'on va se fixer et puis en fait, on ne sait pas véritablement où est-ce qu'on va arriver dans le futur, puisque c'est le futur, on ne peut pas l'écrire. Néanmoins, avec une méthode, bien évidemment, on peut accompagner les personnes. Donc, deux éléments. Un, le parcours, ben, je ne le maîtrise pas. Deux, c'est pas moi qui décide, qui prend les décisions. Donc là, bien évidemment, pour ceux qui parlaient de posture, il y a une bonne interrogation sur la posture à avoir. Je suis d'autant plus à l'aise que moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables en matière de posture. Puis maintenant, je suis dans une position beaucoup plus simple, c'est-à-dire que je suis en recul, mais quand on est dans le quotidien avec les gens, ben, bien évidemment, tenir la posture et tenir ces principes-là, c'est jamais facile. Sans méthode, sans organisation, sans une ingénierie, beaucoup plus difficile de tenir ce genre de travail. Deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est qu'on soit bien clair, qu'on est bien sur l'accompagnement en 3 dimensions. L'accompagnement en 3D, hein, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a une dimension relationnelle qui est très importante, bien évidemment, d'accord. La dimension relationnelle, elle permet de collaborer. Alors, entre l'accompagnant et l'accompagné, on aurait pu mettre aussi les partenaires, mais on va rester sur une relation binaire pour l'instant. Si on casse la relation, ben, en fait, on ne peut pas collaborer. Donc, on a intérêt à la maintenir pour pouvoir travailler sur la deuxième dimension, qui est bien évidemment une dimension productive. Alors, c'est plutôt sur cette dimension-là qu'on va travailler aujourd'hui, mais néanmoins, tout est lié. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas le résultat, si le travail n'obtient pas de résultat, ça met à mal la relation. On ne peut pas avoir simplement la relation qui va produire du résultat. On sait que la relation, ça crée de la dépendance si on est trop dans le relationnel, et donc automatiquement, on ne va pas obtenir le résultat. Donc, on a ces 3 dimensions qui sont intimement imbriquées et qui s'entretiennent l'une l'autre. Donc, la relation, la production, chercher à produire un résultat concret et mesurable alors pour la personne, plutôt par la personne, d'accord, pour et par la personne. J'ai mis le petit livrable. Alors le livrable en gestion de projet, c'est ce que simplement l'activité produit. Et donc elle doit produire un résultat concret, c'est-à-dire je dois à la fin de la séance, on y reviendra, livrer quelque chose. D'accord, ça va? C'est-à-dire on doit livrer. Voilà, c'est ça qu'on dit, hein. C'est un bon repère. Si mon activité n'a pas livré quelque chose, on peut estimer que peut-être elle n'a pas produit, ou en tout cas la production n'est pas très claire. Et si elle n'est pas très claire, elle n'est pas très claire pour la personne qui est en face, et c'est un des gros écueils de nos pratiques. Et puis bien sûr la dimension pédagogique, c'est-à-dire une grosse dimension de transfert de savoir-faire, de techniques, de méthodes, pour renforcer bien évidemment l'autonomie de la personne, et puis en fait l'aider à réaliser effectivement les activités et les réaliser de préférence en autonomie. Plus la personne va être en capacité de réaliser des activités en autonomie, plus on va renforcer bien évidemment son sentiment d'efficacité personnelle, et plus le résultat va être durable, et plus la personne va obtenir un résultat qui correspond bon, c'est pas idéal, mais ça correspond à ce qu'elle peut avoir à un moment donné. Voilà. Donc c'est ces 3 dimensions qui sont vraiment importantes. On le répète, il n'y a que la personne qui peut obtenir son résultat. Donc il faut qu'on développe des techniques et des méthodes qui permettent aux personnes de le faire. Et puis les 3 dimensions de l'accompagnement sur lesquelles il faut absolument travailler. Vous allez voir je vais revenir en permanence dessus. Est-ce que ça va, ça? Vous avez des remarques par rapport à ça? Donc, c'est très clair, Pascal. D'accord. Donc, je vais poser tout de suite un truc très important, c'est le tiraillement du travailleur social. Alors, travailleur social au sens large, hein, bien évidemment, toute personne qui travaille avec d'autres individus, mais peut-être que dans d'autres métiers, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que vous connaissez le tiraillement
crois que c'est Malea Paul ou Christina de Roberti, je suis plus très sûr de mes références théoriques, là, il faut que je révise. Donc, je vais vous les décrire. Donc, le travailleur social, dans son activité, il est tiraillé par 4 forces centripètes qui le tiraillent en permanence. D'accord? La première, c'est bien évidemment les institutions. Et d'ailleurs, nous sommes, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, nous sommes en plein tiraillement parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que les députés, l'Assemblée nationale, la loi va nous pondre dans le cadre du SPIE? On s'en doute un peu. La question, c'est que de toute façon, ça s'impose à nous. Donc, c'est un cadre institutionnel dans lequel on va devoir euh, naviguer. D'accord? Et ça, de toute façon, on y est. Donc, on n'a pas le choix. D'ailleurs, on peut même s'appuyer dessus, ce serait pas mal. Mais je vois ça, on va revoir peut-être ça tout à l'heure. Le travailleur social, il travaille dans une organisation. Et alors, dans une organisation, peut-être c'est lui qui a créé l'organisation, comme certains d'entre vous. Il est salarié, il a un contrat de travail, et donc l'organisation, elle a des directives, elle a des problèmes d'organisation, justement, elle a des modalités de fonctionnement, elle doit vous payer les salaires, elle doit rentrer, ben, elle aussi, dans les institutions, dans le cadre de la loi, elle a des directives, et donc elle a des contraintes. Et ces contraintes s'imposent aux travailleurs sociaux de la même manière que les institutions. Donc ça va? On va revenir sur ces questions d'organisation qui sont pour moi des questions hyper importantes, puisque l'organisation de base doit au maximum être aidante. Mais néanmoins, on subit parfois des organisations sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc toute la question qui va être intéressante, c'est comment j'arrive à garder mon équilibre. Mais je ne veux pas anticiper. Troisième force centripète, ben, la personne accompagnée. La personne accompagnée, elle a ses stratégies, elle a ses caractéristiques, elle a son mode relationnel, et automatiquement, bah, en fait, elle peut nous manipuler, nous emmener vers des coins sur lesquels on n'a peut-être pas l'intention d'aller, mais en même temps, on est là pour l'aider. Donc la question, on fait comment? Et puis la dernière, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est les valeurs, c'est le pourquoi on s'engage, ce qu'on fait, c'est nous en fait. Hein. C'est si on est dans le travail social, c'est pas pour rien. Hein, je veux dire, à un moment donné, attention aussi au fait que peut-être des fois on y va dans des intentions qui sont peut-être trop militantes, ou en tout cas qui peuvent amener des dérives d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est aussi les valeurs que l'on trimballe et qui nous tiraillent parce que est-ce que si je fais ça, est-ce que je fais bien ou de se faire embarquer à droite ou à gauche. Alors, ce tiraillement-là, il est naturel et il est logique. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que toute la question de l'ingénierie, puisque c'est ça notre travail, c'est de trouver la meilleure façon d'allier les trois forces, les quatre, pardon, n'importe quoi, les quatre forces, c'est-à-dire trouver l'équilibre. Et l'ingénierie, ça nous permet de rechercher l'équilibre parce que cet équilibre, si on ne l'a pas écrit, si on ne l'a pas posé, si on ne l'a pas réfléchi avant, ben en fait, on se fait embarquer soit par là parce que d'un coup, on va avoir un élément nouveau qui va arriver, qui va nous embarquer. Je prends un exemple parce que c'est exactement l'exemple sur le SEJ, les 15-20 heures. On a remarqué que les 15-20 heures, quand je suis arrivé, je fais un peu de teasing, quand on est arrivé à la mission locale, ben les 15-20 heures, en fait, c'est l'institution qui les a posées, d'accord? Et ça a eu un impact sur la posture directement, c'est-à-dire sur le comportement des personnes, des jeunes accompagnés, mais également sur la posture des travailleurs sociaux. Voilà, en gros, ça devenait des gardes-chiourmes, des contrôleurs des 15-20 heures. Je vais vous le faire, allez, je le fais à la serpette, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail. Et donc, la question de l'ingénierie, ça a été de dire comment on fait pour rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire avoir, malgré ou en s'appuyant sur les 15-20 heures, vous allez voir, ben, pouvoir continuer à bonifier l'accompagnement, c'est-à-dire être congruent avec les personnes accompagnées pour que justement ces 15-20 heures soient positives, elles apportent quelque chose, qu'en termes d'organisation, on trouve des solutions parce que les activités, il faut les remplir, d'accord? Et en même temps qu'on reste sur les valeurs d'accompagnement, qui sont les seules valeurs qui vont permettre d'obtenir les résultats. D'accord? Ça va ça? Vous voyez? Donc en fait, on est toujours en train de rechercher, alors on est en déséquilibre permanent, mais en même temps, on est toujours en train de chercher cet équilibre. Et l'ingénierie,
ça pose du cadre, ça permet à tout le monde de travailler correctement. Je vais revenir dessus. Ça va? Donc, en gros, quand je vais vous parler, vous allez d'un coup vous dire, ah ouais, mais ça, on peut pas le faire parce que, eh ben, je vais vous dire, ben oui, mais réfléchissons à comment on peut le faire, justement. C'est ça qui est tout l'intérêt et je dirais presque l'excitation de l'ingénierie, c'est justement, on a des problèmes permanents, on a des difficultés permanentes, on a des contradictions, on est au milieu des contradictions permanentes et la question, c'est comment on fait justement pour maintenir cet équilibre. Est-ce que vous avez, avant que j'attaque les socles, est-ce que vous avez des remarques par rapport à tout ça ou des réactions tout simplement, hein? Non, ça. Tout le monde est Non, c'est tout beau. concentré. Tout beau. Pardon, Je, pardon. je, Oui, je te Asia? rejoins sur la posture des conseillers qui se voient comme des contrôleurs du SAGE actuellement, qui ont du mal à vivre ça. Oui, ça les a mis en déséquilibre, Ouais. l'arrivée de ces 15-20 heures. Alors, je ne sais pas si sur le RSA, ça sera la même chose, mais apparemment, on en prend le chemin. La question intéressante, enfin, ça va créer de la perturbation. La question intéressante, c'est justement comment on remet de l'équilibre là-dedans. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que cette obligation, et c'est vrai que c'est une vraie obligation, et ça peut être intéressant, soit bonifié, en tout cas on arrive à le bonifier, et à l'utiliser comme un outil pédagogique au service de la personne. Et pour ma Un part, vrai sujet. pour ma part où je te rejoins, on peut se tutoyer? Je n'ai pas posé la question. Ben avec plaisir, bien sûr. Pour ma part où je te rejoins, c'est justement à chaque fois se rénover. Donc ça va nous pousser encore un peu plus dans nos retranchements pour retravailler la pédagogie. Donc c'est même une invitation encore à se réinventer. Donc, Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'intérêt de l'ingénierie, c'est vraiment la créativité en fait, en gros. Une créativité encadrée, c'est-à-dire une créativité avec des bases. C'est ça que je vais essayer de vous donner. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps en train de réfléchir, de créer, mais il faut rester sur les fondamentaux, comme dirait Aimé Jacquet. C'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux, et c'est ces fondamentaux-là, j'en viens justement, sur lesquels il faut se baser pour pouvoir être quand même assez efficace et profiter de l'expérience pour pouvoir monter des ingénieries qui fonctionnent. Parce que c'est ça qu'on cherche, hein. Je rappelle que le thème du webinaire, c'est monter une ingénierie efficace. Si ça marche pas, ça nous intéresse pas, en gros, hein. Avec humilité, bien évidemment, hein. Alors, une petite définition de l'ingénierie, parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord sur ce qu'on parle. Alors, il y a ça, j'étais en Wikipédia, c'est pas très compliqué, c'est l'ingénierie générale, donc une activité rigoureuse où on va conceptualiser, d'accord, et réaliser des ouvrages qui soient fonctionnels, d'accord, et qu'en fait, ça on construise un ensemble d'activités qui vont s'exécuter selon les règles de l'art. Voilà. En gros, voilà l'ingénierie. Voilà, vous voyez, enfin, je trouve que ça fait déjà écho à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que en fait, il faut de la rigueur, mais effectivement, on va essayer de construire un ensemble qui tient la route et qui produit un résultat. Et pour ça, on a besoin d'avoir les principes de base que je vais vous partager. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est ce que j'utilise moi pour monter des ingénieries. Alors, j'ai fait une petite définition personnelle de l'ingénierie en accompagnement, c'est-à-dire concevoir des protocoles d'intervention, d'accord, qui proposent des enchaînements d'activités et de décisions, puisque je rappelle que le parcours, c'est la suite des activités et des décisions qui jalonnent la vie d'une personne. Alors, on n'est pas obligé d'être sur le parcours de vie, hein, on pourrait être sur un parcours, sur une séance, on pourrait être sur une séquence, sur un dispositif. Néanmoins, ce sont des protocoles, je vais revenir dessus, qui proposent des enchaînements, d'accord, et qui doivent produire un résultat identifié, et ce résultat, on peut l'évaluer, et que les parties prenantes peuvent l'évaluer tous de la même manière. Ça va? Voilà, vous voyez les notions d'enchaînement, les notions de décision, on va revenir, et d'activité, et puis les notions d'évaluation, bien évidemment, parce que si on monte une ingénierie, il faut être en capacité d'évaluer les résultats, mais je vais revenir dessus. Voilà. Je vous donnerai le PPT si vous voulez, le document, hein. Ça, vous n'êtes pas obligé de tout noter au fur et à mesure.
Alors, les ingrédients, voilà, maintenant je voudrais vous présenter les 3 ingrédients que moi j'utilise pour monter une bonne ingénierie. Le premier ingrédient, voilà, c'est le cadre. Le cadre, hein, pour l'accompagnement, le cadre. Pourquoi? Parce que le cadre, ça sécurise la personne. Et quand une personne est sécurisée, ben, bien évidemment, elle peut agir. On va revenir dessus, c'est l'inverse qui se produit quand une personne n'agit pas. Vous voyez, observatoire, observation, évaluation, la personne n'agit pas. Ah, peut-être que mon cadre n'est pas assez bien posé. En tout cas, il n'est pas assez explicite. Et donc, automatiquement, il ne fonctionne pas. Voilà, c'est un petit exemple. Donc, du cadre, de la liberté de choix pour s'engager. Je vais revenir sur les théories d'engagement. Je ne vais pas y revenir trop longuement parce que j'ai déjà fait beaucoup de travail dessus dans d'autres webinaires. Donc, je vous renverrai sur les webinaires. Il y a de la bibliographie aussi. Mais sachez que pour s'engager, il faut de la liberté de choix. Donc, vous voyez, agir, s'engager. On revient dessus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai pas fini. D'un coup, erreur de casting. Et bien sûr, la participation. Alors, de l'action et de la participation, mais c'est plutôt de la participation des personnes parce qu'on veut obtenir des résultats durables. Et comme je disais en préalable, ben, en fait, une personne qui agit, c'est une personne qui peut réussir à prendre des décisions. Quand elle prend des décisions et qu'elle agit, ben, en fait, elle participe. Et vous verrez que dans l'ingénierie, la place de l'action et de la participation, donc de la proposition d'activité des personnes, c'est une place centrale. Un adulte en formation, il a besoin d'agir. Là, je vais vous faire agir un peu tout à l'heure. Il a besoin d'expérience. Et donc, les personnes en accompagnement ne dérogent pas à la règle. Voilà. Donc, c'est vrai que sur le plan pauvreté, il y a un élément central, c'est la participation des personnes accompagnées. Souvent, elle est comprise, et à juste titre, sans aucun problème, participation des personnes aux instances de décision, de concertation, etc. Et c'est très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, je trouve que c'est formidable. Nous, on va aller un peu plus loin, on va aller sur une autre dimension et on va dire en pédagogie d'accompagnement, sans participation de la personne, pas de résultat. Voilà. En fait, en gros, si on ne fait qu'échanger de l'information et des idées, et je vais revenir dessus, l'ingénierie ne fonctionnera pas. Vous pouvez monter la plus belle ingénierie que vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà. Ça fait un peu tranché, hein, ça fait un peu le gars qui est sûr de lui, hein, mais je me base sur des travaux scientifiques là-dessus et sur une expérience assez longue de ce travail-là. En tout cas, ça peut marcher, mais si vous voulez renforcer l'efficacité de votre dispositif, il faut mettre de la participation. Il n'y a pas le choix, on n'a pas d'autre alternative. Je déroule? J'ai déjà. Alors, le cadre. Allons-y pour le cadre. Donc, juste les rappels des effets de l'absence de cadre. C'est-à-dire, hein, on va essayer de prendre le cadre à l'inverse. C'est-à-dire, bon, quand on n'en a pas, qu'est-ce que ça produit? Et donc, du coup, c'est pour vous inciter à dire qu'il faut en avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Le truc il est parti tout seul. Ah, pardon. Et du coup, on va regarder en ingénierie comment on fait pour le poser. Donc, quand on n'a pas de cadre, on a plusieurs effets qui se mettent en place. La personne est dépendante du professionnel. Elle a du mal à se projeter. Donc, dépendante du professionnel parce qu'en fait, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle attend. Moi, j'espère que le truc va s'arrêter là. Ce serait bien. Hein. Elle attend de savoir ce qui va se passer. Non, ça ne s'arrête pas. Ça, c'est terrible. Bon. Pourtant, j'avais pas mis le truc. Hein. Bon. Allez, c'est pas grave. Écoutez, tout se passe et puis je vais décliner. Hein. Donc, je reprends. La personne, elle est dépendante. Elle reste dans l'inaction, bien évidemment. Puisqu'elle n'a pas de cadre, elle ne peut pas agir. Elle ne sait pas ce qui est attendu. Et donc, elle n'est pas autonome. Vous voyez? Elle ne va pas se projeter. Elle ne va pas pouvoir s'organiser. Et donc, du coup, elle ne va pas pouvoir prendre de décision. Vous comprendrez que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sans cadre, on va avoir un petit problème. C'est un pendant aussi pour l'accompagnant. Parce que, qu'est-ce que c'est ça? Attendez, bougez pas. Hein. Excusez-moi. Ça alors? Merci. On va rester là. J'espère qu'il ne va plus bouger. Donc, pour l'accompagnant, en fait, petit à petit, le comportement de la personne, puisqu'elle ne se projette pas, puisqu'elle ne prend pas de décision, qu'elle est extrêmement passive en gros, en fait, du coup, on va faire à sa place.
On va subir un peu l'entretien, c'est-à-dire qu'on va essayer de solliciter, puis ça ne marche pas, donc on va essayer de combler le vide. D'accord? On va avoir peut-être des journées qui vont être désorganisées parce qu'automatiquement, ben, les entretiens vont durer plus longtemps ou on va avoir des problèmes de cadrage et on va peut-être pas aussi prévoir nos entretiens. On va bien sûr bloquer dans certains suivis, d'accord? Et on se crée de la charge mentale parce on va prendre la main, en gros, hein. C'est-à-dire que si la personne est passive, on va essayer de combler, devenir actif. Donc, vous voyez, les deux éléments sont très, très liés. Et donc, ça a des effets, en fait, hein. Là, c'est un petit peu, je dire, une analyse systémique, une analyse de système. En fait, l'idée, c'est que si on pose pas le cadre, alors on va voir ce que c'est, eh ben, bien évidemment, on va tourner dans ces comportements et ces travers de relations. Ça va ça? Alors, je sais pas pourquoi le truc il part tout seul, ça, hein. En fait, il y a un podcast là-dessus qui a été fait par un de mes collègues, Swan. Donc, en fait, j'ai piqué son truc et il avait animé, c'est parti tout seul. Les effets du cadre pour la personne accompagnée et pour l'accompagnant. Donc, ben, en fait, pour la personne accompagnée, le cadre, c'est le sentiment de sécurité. D'accord? Donc ce sentiment de sécurité, parce qu'une personne en accompagnement, en changement, une personne en précarité, c'est quelqu'un qui est très insécurisé. Donc je sais que je ne peux pas lui proposer de solution immédiate. Donc moi, en tant qu'accompagnant, je peux lui proposer du cadre. On va voir un cadre méthodologique, bien évidemment. Et si on a une ingénierie, on va voir tout l'intérêt de ce cadre d'ingénierie pour sécuriser la personne. Et donc automatiquement, je vais créer un sentiment de sécurité. Je sais ce qui est attendu, j'arrive à me projeter, je sais la méthode et donc du coup, je peux agir. Ça va bien sûr structurer sa démarche, il va pouvoir se structurer, elle va agir bien sûr, et puis on peut aussi ajuster les attentes et réguler les informations en fonction, et vous allez voir aussi ces éléments-là, en fonction de ce que la personne, comment elle réagit par rapport au cadre qui a été posé. Petite parenthèse, poser du cadre, c'est pas imposer du cadre. D'accord? Poser n'est pas imposer. Poser, c'est simplement structurer et partager, comme je le fais moi, les intentions, ce que j'ai prévu pour la personne et la laisser réagir, bien évidemment. On peut co-construire le cadre. Il n'y a pas de problème, hein? Bon, pour l'accompagnant, l'intérêt, c'est de ne pas se laisser déborder par ses propres affects. J'ai un objectif, j'ai une méthode, on a posé les choses. C'est beaucoup plus simple. C'est la possibilité de créer du sens, aider la personne à créer du sens, le pourquoi on fait les choses, se recentrer ou en tout cas aider la personne à se recentrer sur le travail à effectuer. Ça évite les débordements. Rester bien sûr le garant de la forme, on va y revenir. Pardon. Rester le garant de la forme et puis bien sûr prendre du recul sur les situations. Ça va ça sur ces éléments-là? D'accord? Donc encore une fois, on revient sur les effets du cadre. Un accompagnement sans cadre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ingénierer le cadre, c'est-à-dire le poser au démarrage sur le papier, réfléchir, on va voir ensemble. C'est un élément extrêmement important de l'efficacité d'un dispositif, d'une séance, d'une animation, de tout ce que vous voulez. En fait, en règle générale, il faut toujours du cadre. Et pour ceux qui sont les décideurs et qui sont les concepteurs d'ingénierie et qui vont le passer à leurs collègues ou à leurs collaborateurs, bah, si vous posez pas le cadre, vous allez voir les gens, ils vont pas pouvoir agir, hein, ou en tout cas, ils vont agir tous dans des sens différents. Du coup, quand vous aurez le résultat, vous saurez pas pourquoi ils les ont obtenus et qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Donc, on ne pourra pas rentrer dans la recherche de l'amélioration. Alors, 5 éléments du cadre en ingénierie. Mais en ingénierie, comme dans tout, hein, d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Ça marche aussi partout. Premier, alors, c'est pas dans l'ordre, on s'en fiche, hein, en fait, quand vous montez une ingénierie, et vous allez voir les exercices, toujours pensez les 5 éléments du cadre. Est-ce que j'ai posé les 5 éléments? S'il en manque un, eh ben, il faut le mettre. Le premier, en tout cas, moi, ce que je mets en premier, c'est l'objectif. C'est quoi le résultat attendu? Ça marche pour le dispositif, ça marche pour la séquence, ça marche pour la séance, ça marche pour tout. C'est quoi l'objectif d'aujourd'hui? Quel est le résultat qu'on attend? Et on va voir tout à l'heure
on va avoir des résultats de deux manières, enfin sur deux volets. Le volet comportemental, c'est-à-dire on fait de l'accompagnement, on est dans la relation, et donc on veut modifier les comportements, enfin aider la personne à modifier ses comportements. Donc on va voir ça tout à l'heure avec les théories d'engagement. Et bien sûr, un résultat en matière de production, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fameux livrable, c'est-à-dire la visibilité de l'efficacité de l'activité. Comment ça a produit, est-ce que ça a produit quelque chose? C'est pas simplement parce que on veut absolument, vous voyez, je vais prendre un exemple. Moi, un livrable qui serait un compte-rendu d'entretien, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vous le fais comme ça. Pour moi, c'est pas un livrable. Mais compte-rendu d'entretien, alors je vais aller un peu plus loin. Alors ça peut être un livrable, mais c'est pas un livrable de production. C'est-à-dire, vous avez fait ci, moi, vous avez dit ça, la chose s'est passée comme ça, voilà. Donc, en fait, je décris l'entretien et ensuite je le propose. Pour moi, personnellement, je vais pas me faire des amis, ce n'est pas un livrable. Parce qu'en fait, la personne, ça ne l'aide pas à se dire qu'elle a avancé, qu'elle a compris quelque chose, vous allez voir tout à l'heure pour l'ingénierie. D'accord? Mais pensons livrable. La temporalité, livrable de résultat. La temporalité, indispensable, c'est la durée. Combien de temps on se donne pour obtenir quel type de résultat? D'accord, ça va? Ça, si on l'a pas, tout le monde est paumé. Ça procrastine, d'accord, ça va? Ça ne sait pas s'organiser parce qu'il faut une durée. Si j'ai 5 minutes pour faire un truc, je ne vais pas mettre le même effort que si j'ai 3 heures pour la même chose. Hein? Ça va, ça, c'est bon? Je ne vais pas en faire 2 heures, hein, mais donc, troisième chose, le fonctionnement. Comment on fonctionne ensemble? Qu'est-ce que je peux attendre de vous ou qu'est-ce qu'on attend de la personne accompagnée sur la séance, etc. Et qu'est-ce qu'on attend de l'accompagnant, éventuellement des autres acteurs? Comment on se répartit le travail? Quel est le rôle de chacun? Hein, on parle beaucoup de posture, mais vous voyez, donc, du coup, la posture attendue pour les uns et pour les autres, ben, en fait, elle est intégrée dans le cadre et elle doit être explicite. Donc, si on l'a travaillé en amont, ben, bien évidemment, c'est plus facile pour tout le monde de le poser. La méthode. La méthode, c'est comment on va s'organiser, comment on va faire pour atteindre le résultat attendu, donc l'objectif, dans la temporalité nécessaire et avec sachant qui fait quoi. Comment on se répartit le travail. D'accord? Donc la méthode, c'est extrêmement important. On va travailler la méthode ensemble et vous allez voir qu'en fait, on a des situations qu'on va enchaîner pour obtenir le résultat. Et là, on rentre vraiment dans l'ingénierie, c'est-à-dire l'accumulation de situations qui doit permettre à la personne d'obtenir le résultat attendu. Moi, Et j'ai bien du mal évidemment, à faire la différence, pardon, oui, entre Sandrine, la méthode et le fonctionnement, du coup. oui. La méthode, on va revenir dessus, mais la méthode, c'est vraiment les situations de travail. Par exemple, j'ai une séance d'animation. Ben, en fait, ma première situation de travail, c'est je vais poser le cadre. Donc, je vais dire bonjour et je vais présenter l'ordre du jour, par exemple. Et puis, je vais faire réagir sur l'ordre du jour. Est-ce que ça va, vous en pensez? Première séance. Mm. La deuxième séance, ça peut être, j'en sais rien, ben, je vais questionner les gens, je vais faire un tour de table et je vais questionner les gens sur qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de la journée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'organisation des uns et des autres. Le fonctionnement, c'est, ben, moi, par exemple, je suis animateur, donc ben, en fait, je suis juste là pour organiser le travail, mais je ne vais pas jamais prendre la parole. Par contre, vous êtes les participants, c'est exactement ce qui ne se fait pas aujourd'hui, hein, mais vous êtes les participants, donc c'est vous qui devez travailler ensemble, c'est vous qui devez trouver les solutions. Voilà, ça c'est un mode de fonctionnement. Ce que vous pouvez attendre de moi, ce que Mm. j'attends de vous. Ok. C'est différent, on est d'accord, hein? Et Oui. pour chaque séance, on peut avoir un objectif, une durée, un fonctionnement, d'accord? Et même une méthode à l'intérieur. Donc, vous voyez, on est dans un système où on peut aller beaucoup plus. On va d'abord travailler en global et puis ensuite, on va revenir sur le plus précis. D'accord? Et on va utiliser toujours ces 5 composants. Moi, je vous avoue qu'après 20 ans de travail,
quand je monte un projet, quand je fais n'importe quoi, je suis toujours en train de réfléchir à mes 5 composants. Est-ce que j'ai bien mes 5 composants? Et ça m'aide beaucoup, hein. C'est pour ça que je vous le partage, hein. Dernier, c'est l'espace. D'accord? Alors l'espace, il faut le comprendre de deux côtés. C'est bien sûr l'espace physique. Un accompagnement, ça peut être intéressant et c'est toujours intéressant. Alors, on verra tout à l'heure, mais en fait, effectivement, on peut être dans le bureau, en face à face, en côte à côte, vraiment tout ce qu'on connaît. Ça peut être aussi la salle d'animation, comment on va l'aménager pour obtenir le meilleur résultat, pour mettre les meilleures situations en place. Ça peut être aussi le périmètre, hein, le périmètre, c'est-à-dire, par exemple, moi, je fais de l'accompagnement professionnel. Je fais pas d'accompagnement logement. Donc, s'il y a une question logement, ben, on la prend, puis je vous renvoie vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, par exemple, ça peut être le périmètre. Ou aujourd'hui, on travaille là-dessus, et le reste, pour l'instant, on n'en parle pas. Même si la personne, elle a super envie de parler de tout, la question, c'est, ben, je pose le cadre pour essayer de se centrer sur la réussite, sur des choses sur lesquelles on peut aller. Parce que si je me fais embarquer, excusez-moi, vous savez, en accompagnement, on a souvent le cas, c'est-à-dire que le gars, il arrive, il en a plein les valises, et donc, en fait, je démarre, bonjour, comment ça va? Et là, c'est parti. Voilà, c'est un exemple d'entretien que moi, j'ai pu observer, puis que j'ai fait, hein. Et là, c'est parti, et là, on peut plus arrêter le truc, hein, on se fait déborder complètement. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est le périmètre. Une séance, donc en fait, le cadre, c'est partout. Ça peut être une séance, c'est-à-dire un entretien. Ça peut être une séquence, c'est-à-dire une phase, comme la phase d'accueil que je vais vous présenter. Ou ça peut être un enchaînement de séances, on va voir ça aussi. Et ça peut être un dispositif. En fait, on va se retrouver toujours de la même manière. En fonction des éléments, on va avoir besoin de poser le cadre, en tout cas d'y réfléchir. Et d'y réfléchir éventuellement ensemble. Si vous avez la possibilité de travailler avec des collègues, c'est super intéressant de faire ça. Méthodo. Pour monter, vous avez compris que pour monter une ingénierie, alors on va vous donner pour l'exercice, hein, parce qu'on va vous faire un petit exercice, on va vous donner ces enchaînements. Moi, c'est comme ça que je procède. D'abord, on formalise l'objectif, on réfléchit au livrable, d'accord, etc. On va voir. Ensuite, on identifie la méthode, c'est-à-dire comment on va faire. Ensuite, on regarde la durée qu'on a, ou on établit la durée. Soit on la subit, soit on l'estime. OK, et normalement, voilà, j'ai ma petite flèche. Et là, on fait une première itération, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de mettre en adéquation l'objectif. Si j'ai pas assez de temps, je peux réduire mon objectif, ma prétention d'objectif. Je peux éventuellement changer la méthode pour essayer de rentrer dans la durée et l'objectif. D'accord? Et donc, j'essaye de trouver la meilleure adéquation entre objectif, méthode, durée. Là que ça va? Puis enfin, une fois que j'ai fait ça, je me répartis le travail. Alors effectivement, on pourrait faire encore une autre itération, mais normalement, on se dit, bon, c'est quoi les postures attendues, qui va faire quoi? OK. Et pour finir, on essaye de travailler on travaille sur le périmètre, les conditions, etc. Alors là, bien évidemment, à chaque fois, vous allez pouvoir avoir une itération, hein. C'est-à-dire que quand vous allez poser 4, ça va peut-être remettre 1 et 2 et 3 en question. Mais et 5 pareil. Mais j'ai voulu insister vraiment fortement sur ces 3 premiers parce que souvent, on a des contraintes de durée et il faut bien s'assurer que l'objectif, via la méthode, est atteignable dans le temps qui était parti. D'accord? Après, vous pouvez étendre le temps, vous pouvez réduire l'objectif, changer la méthode, faire appel à un ami, pour les fonctionnements. Voilà, il y a tout on est vraiment dans un processus itératif de réflexion. OK, ça va? Donc, quand vous montez une ingénierie, la question, c'est de procéder comme ça, poser ce cadre-là. D'accord? Le cadre est évolutif, bien évidemment. Donc, on va être dans un premier travail de dispositif où on va récolter de l'information, c'est-à-dire on va avoir d'abord le cahier des charges éventuellement, si je suis sur un dispositif global. Et puis, on va avoir aussi nos ressources, les potentialités, etc. Et là, on va avoir, on va monter le dispositif. Donc, quand on monte un dispositif, comme on monte un projet, c'est exactement la même chose. On a 4 phases indispensables. Alors, quand je m'en fais de la management de projet, on dit toujours, il y a 4 phases que même si tu veux pas y passer, tu vas y passer. Donc, il vaut mieux y passer avec méthode que d'y passer quand déjà tu es en mise en œuvre. En gros, on récolte les informations, on monte le dispositif, donc on fait l'ingénierie.
une fois qu'on a monté notre dispositif, on peut le mettre en œuvre et quand on commence la mise en œuvre, on est en évaluation permanente, hein, vous connaissez. 70% de l'enjeu, c'est ici, hein, du travail. Donc la question, c'est que si j'arrive pas à trouver l'adéquation entre les différents éléments, peut-être que je vais pas y aller. Mais peut-être que je vais y aller en me disant, bon, c'est un peu foireux, on va y aller, puis on verra après, hein, ça peut arriver, hein, c'est pas un problème. Mais on va avoir cette première itération, cette première boucle, que nous on a appelé la boucle de montage, qui nécessite de réfléchir pour trouver la meilleure adéquation, le meilleur fonctionnement qui va permettre d'allier les contraintes des uns, les attendus des autres, etc., etc. Hein, cette fameuse contradiction permanente. On est d'accord? Ça va, ça? Alors pareil, hein, ça peut marcher, ça marche aussi pour des séances individuelles, pour des animations collectives, c'est pas forcément sur des gros dispositifs, mais le thème c'est le dispositif aujourd'hui. Puis ensuite, une fois que c'est parti, ben, on a une deuxième boucle qui est une boucle où en fait on va mettre en œuvre et on va évaluer au fur et à mesure les résultats qu'on obtient. Et ben, on va réajuster au fur et à mesure, hein, on est d'accord, c'est-à-dire que en marchant, on réajuste. On n'a pas le résultat, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? On a le résultat pour 80% des gens, bon ben c'est bien, mais les 20%, comment on se réajuste, etc., etc. Donc on a vraiment cette boucle-là aussi, qui est ce qu'on appelle la boucle de réajustement, nous. Et puis la dernière boucle, c'est une boucle d'amélioration, c'est-à-dire que le dispositif est terminé, ou en tout cas il est bien avancé, et on réfléchit pour la prochaine fois, ben, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige pour obtenir un meilleur résultat. Parce que moi, j'ai une ambition, je veux faire 100%. Je sais que je l'atteindrai jamais, hein, c'est pas grave, mais moi, je vais faire 100%. Donc, on est tout le temps dans cette réflexion d'amélioration continue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Juste une petite parenthèse. Bon, je demande s'il y a des questions, puis après j'enchaîne, donc c'est pas très bon. Mais néanmoins, travailler comme ça, c'est hyper confortable, hein. Notamment travailler en équipe comme ça, c'est hyper confortable. Ça va sur ces boucles? Attention, cette récolte d'informations, montage du dispositif, donc réflexion itérative, dissonance cognitive, créativité en amont, 70% de l'enjeu du travail, c'est là. Voilà. Moi, j'ai aucune stat, hein, je dis ça comme ça, c'est pour marquer le coup, hein. Je continue? Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier passage? Je suis bon, Sylvie, je suis dans les temps? C'est même dans les temps, et c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ça va, ça? Alors, Oui, maintenant, on a travaillé le cadrage pour agir, hein. Maintenant, on va travailler la liberté pour que la personne puisse s'engager. Donc, je vais vous faire très rapidement un passage par les théories d'engagement, mais alors vraiment très rapide, parce que, encore une fois, je ne voulais pas faire un webinaire sur les théories d'engagement. Théorie d'engagement, c'est juste ce que je veux vous poser, c'est quand même c'est des éléments scientifiques. Donc, c'est de la psychologie, donc c'est de la science molle, mais néanmoins, c'est de la science. Ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans tous les pays du monde, dans tous les labos de recherche. On obtient les mêmes résultats. Donc, je vais vous faire une conclusion synthèse très vite. Il y a beaucoup de références bibliographiques. C'est passionnant. N'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Personnellement, ça a changé mon regard de l'accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on fait ces partages-là. Dans l'ouvrage MAPI, puisqu'il faut bien que je fasse un peu de pub, on explique tout, les théories d'engagement et les applications méthodologiques au niveau de l'accompagnement. Donc, je vais aller rapidement. Il y a, en fait, les théories d'engagement nous disent quoi? Elles nous disent qu'il y a deux sphères d'influence du comportement, les sphères des idées, la sphère des actes. La sphère des idées, c'est par exemple tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire la discussion, la persuasion, hein, quand je veux amener quelqu'un à faire quelque chose, ce qui est quand même notre cas en règle générale, c'est-à-dire j'aimerais bien que tu ailles te renseigner, travailler ton orientation, aller sur une formation, prendre un poste d'emploi, faire des actions au niveau de ton logement, etc., etc. La sphère des idées, c'est la sphère, encore une fois, cognitive, persuasion, autorité, chantage affectif,
voilà, etc. Et la sphère des actes, c'est la sphère des comportements, c'est-à-dire la réalité du comportement, mais je vais revenir dessus. Ce que nous disent les théories d'engagement, c'est que, en fait, ce qu'ils ont appris, c'est qu'il n'y avait pas de lien entre les idées et les actes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être persuadé de devoir faire quelque chose sans jamais le mettre en... Qu'est-ce qu'il y a? Sans jamais le mettre en œuvre. D'accord? On va prendre un exemple simple. Je pense qu'il y a des fumeurs parmi vous. Moi, j'ai suis ancien fumeur. On sait que fumer tue, c'est marqué sur les paquets de clopes. On travaille sur le cognitif. On peut douter de l'efficacité de ce genre de choses parce qu'en fait, que font les gens quand ils sont fumeurs? Ben, soit ils se sont habitués aux images qui ne sont pas propres, soit ils mettent ça dans des étuis. Au début, ils mettaient ça dans des étuis à cigarettes différents, histoire de ne plus le voir, vous voyez? Donc en fait, on sait qu'il ne faut pas fumer et pourtant on fume. Voilà, je prends cet exemple-là. On peut prendre l'exemple des radars aussi, hein. Les idées, les radars, attention, tu vas prendre une prune si jamais tu dépasses la limitation de vitesse. Mais que font les gens? Ben, quand ils ont le radar qui arrive, ils ralentissent. Et puis ensuite, quand le radar est passé, ils réaccélèrent. Pas d'effet sur le comportement durable, bien évidemment. Un effet sur le comportement immédiat, pas d'effet sur le comportement durable. Alors on a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même que la durabilité de l'effet. Donc les théories d'engagement, elles nous disent qu'il n'y a pas de lien là-dessus. Donc, est-ce qu'elles ont vu, je vais vous mettre tout, hein, comme ça on est tranquille, ce qu'elles ont pu voir, c'est qu'effectivement, en fait, c'est les actes qui nous engagent et qui ont un impact sur nos idées. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous le faire, il y a une vidéo, si vous voulez la voir sur YouTube, qui s'appelle Le billet perdu. Moi, je vous la recommande, c'est très bien fait. C'est fait par l'Université de Nancy. C'est un résumé des recherches de Joulet et Beauvois sur ces sujets-là, où il démontre qu'en fait, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, et c'est ça qui est très intéressant en ingénierie, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on va adopter des comportements qui sont des comportements presque reptiliens, vous voyez, des réflexes. Et ces comportements, on va avoir tendance à ce qu'on appelle les naturaliser, c'est-à-dire à les rendre naturels chez nous. Vous me suivez? Ça va? Donc en gros, je me retrouve dans une situation, si je prends le billet perdu, où ben, bien évidemment, une personne perd son billet et je me le mets dans la fouille parce que c'est mon premier réflexe, je le mets dans la poche. Je vais naturaliser en disant, ben, de toute façon, oui, de toute façon, il n'avait qu'à pas la perdre. Et puis, de toute façon, moi, je suis comme ça. C'est moi. Voilà, je suis un opportuniste. Donc, c'est naturel chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a naturalisé, on va avoir tous tendance à rationaliser, c'est-à-dire à avoir des comportements qui vont dans le même sens. Et vous voyez que la boucle, qu'on appelle une boucle de causalité circulaire en systémie, la boucle, eh bien, en fait, elle vient se renforcer. D'accord? Et en accompagnement du changement, quand j'ai quelqu'un, alors quand je vais être sur l'insertion, je vais avoir des gens qui ont eu des comportements d'échec, par exemple, ils ont été en emploi ou ils ont quitté des formations. Ce qu'on dit toujours nous, en rigolant, c'est que, en rigolant, enfin c'est pas drôle, mais c'est en fait, au bout d'un moment, la personne a quitté la formation, ça devient un quitteur de formation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas stable. Si c'est quelqu'un qui n'est pas stable, en fait, il va mettre en place des activités, des actes d'instabilité. Vous voyez? Et si j'ai quelqu'un qui est persuadé au fond de lui qu'il ne trouvera pas de travail parce qu'il a un sentiment d'efficacité personnelle, je reviens sur la pédagogie, qui est en berne, c'est-à-dire qu'il pense qu'il ne peut pas y arriver, il pense que de toute façon, il est foutu par la société, je ne vais pas faire pleurer, mais je grossis le trait. Ben en fait, et s'il est dans cette boucle-là, c'est très compliqué si on ne fait pas un travail préparatoire, et je vais revenir sur le travail préparatoire, de pouvoir renverser la tendance. C'est comme ça que parfois, il y a quelqu'un qui nous propose, qui nous dit, tiens, je veux travailler comme ça, on lui trouve un super boulot, et que, ben, en fait, le super boulot, il ne le prend pas au dernier moment. Vous savez, il a une panne de voiture, il a crevé, il a un décès dans la famille, hein, je vois qu'il y en a qui sourient parce qu'on l'a tous vécu. On est d'accord? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il est suffisamment naturalisé en échec que si ça arrive trop vite, ben en fait, il n'arrive pas à mettre en adéquation l'idée et l'acte.
voyez? Il est toujours dans un comportement d'échec, il n'est pas dans un comportement de réussite. Et ça, c'est un élément à prendre tout à fait en compte, c'est-à-dire que nous, dans notre ingénierie, on va pouvoir créer, il va falloir qu'on crée des situations de réussite qui vont permettre à la personne de réussir des choses, et je vais pouvoir, moi, en position d'accompagnant, d'autorité quelque part, naturaliser, alors c'est là l'idée de l'évaluation, aider la personne à naturaliser qu'elle peut y arriver. Et là, on va voir que ça va très vite dans un sens. Moi, j'ai accompagné des cadres de très de haut niveau qui ont perdu leur emploi au début, et que j'étais jeune en plus. Au début, ils vous regardent en me disant: «Attends, tu m'as vu?» Voilà, bien naturalisé, moi, je suis en plein succès, et dès qu'il a, un entretien qu'il a raté, des réponses négatives, il commence à se dire: «Je suis nul». Vous voyez? Ça va très, très vite dans un sens. Mais attention, ça va très vite dans l'autre aussi. Donc c'est très intéressant comme outil de travail de bien avoir en place ça, ce petit schéma. On naturalise, on pose l'évaluation, on montre à la personne qu'elle a réussi parce qu'elle a réussi, elle a fait des activités, hein, d'accord? Vous comprendrez que on revient sur la question des activités, et donc ça va avoir un effet sur la manière dont elle se perçoit. Elle va rationaliser qu'elle est en capacité, et une fois qu'elle a rationalisé qu'elle était en capacité, bah, tout va s'enclencher plus rapidement. Voilà. On est en plein, dans l'analyse systémique. Ça va ça? Alors, donc je vous fais très rapidos les théories d'engagement. Seuls les actes nous engagent. On n'est pas engagé par nos idées ni par nos sentiments, mais par nos conduites effectives. Vous allez voir les effets, les résultantes sur l'ingénierie. Comment on travaille l'ingénierie par rapport à ça. Donc, on peut échanger des idées, il n'y a aucun problème, mais l'échange d'idées ne fait pas bouger et n'engage pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire: je vais faire. Ils sont persuadés qu'ils vont faire, et quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pas y arriver. Parce que l'effet de naturalisation est trop fort. Donc nous, on a besoin de travailler ça. Excuse-moi Pascal, du coup, il y a Oui, Marie-Joëlle qui te demande, est-ce que c'est aussi en lien avec les mécanismes de défense que peuvent avoir les bénéficiaires? ben, en fait, oui, ça va être en lien avec les mécanismes de défense. Après, ces mécanismes de défense, ils peuvent être sollicités par les situations qu'on propose aux personnes. C'est-à-dire que, bien évidemment, on est dans un processus de changement, on est dans un processus de précarisation. Donc, je rappelle que la précarité, c'est pas simplement des gens dans la rue, mais ça peut être des gens qui sont en risque de perdre leur emploi tout simplement, ou en perte d'emploi. Les 5 éléments, enfin, je me souviens plus très bien, il y a le logement, il y a la santé, il y a l'emploi, vous voyez, pour la sécurité, et la famille, pour la sécurité, c'était 4. Et donc, en fait, si je suis fragile sur un de ces facteurs-là, ben, en fait, je suis en insécurité. Et si je suis en insécurité, encore une fois, ben, la manière dont le praticien va aborder la situation, ça va développer des mécanismes de défense. Je rappelle, je vais revenir dessus. Attendez, bougez pas. C'est la situation qui crée les comportements. On va voir ça, hein. Et donc, automatiquement, un mécanisme de défense, c'est un comportement. Assez d'ailleurs reptilien, encore une fois, hein. On est d'accord? Quand on fait de la résistance, ce qu'on appelle la résistance au changement, quand on fait de la résistance au changement, quand on fait de la résistance au changement, ben, effectivement, c'est presque pas réfléchi, hein. Résistance au changement, nous, quand on forme les travailleurs sociaux ou les professionnels, ben, j'ai pas le temps. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, la situation de formation dans laquelle on les met, ben, les fait réagir, et c'est très bien. Sauf qu'ils vont développer des mécanismes de défense. D'accord? Donc, on va voir justement comment éviter le développement des mécanismes de défense, parce que plus on va insister, bien évidemment, plus en face ça va résister. Parce que les gens sont dans des situations de précarité et de changement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, ce que nous dit les théories d'engagement, ok, il n'y a que les actes qui vont nous engager. Et en fait, si on tergiverse longtemps avant de prendre une décision, pesant patiemment le pour et le contre, une fois que la décision est prise, elle est transformée en conduite effective. Ça, c'est très important. La décision et la conduite, vous allez voir, on aura tendance à ne plus la remettre en cause, voire même à la justifier. C'est-à-dire, on va trouver des arguments pour aller dans le même sens. Donc, ça, alors, les théories d'engagement, bien sûr, peuvent être utilisées à mauvais escient, hein, c'est-à-dire ou à escient privé, c'est-à-dire les vendeurs d'aspirateurs, les vendeurs de bagnoles font des théories d'engagement, ils ont bien compris. Les sectes aussi, hein.
Mais on peut l'utiliser correctement pour faire le bien. Travail social, par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser les théories d'engagement. Quand on a été en confinement, vous savez, on vous a demandé de signer, de remplir un document, hein, pour sortir. Théorie d'engagement. Pourquoi? Parce que ça marche, hein. C'est tout bête, hein. Parce que vous l'avez fait. On est d'accord? On l'a tous fait d'ailleurs, hein. Moi, j'ai été le premier à remplir mon truc, hein. Même si je savais qu'ils étaient en train de me manipuler, hein, entre parenthèses. Alors, 2 règles à savoir. Ça va ça? 2 règles à savoir pour monter une ingénierie. Deux règles à avoir en tête. La situation crée le comportement. Ça, c'est la chose la plus importante à bien avoir en tête. Situation crée le comportement. Du coup, en fait, on est d'accord que c'est en fonction de la situation dans laquelle on va se trouver qu'on va développer des comportements attendus. Donc, en fait, on va voir qu'il faut travailler à partir des comportements. Quels sont les comportements qu'on attend? Donc, du coup, quelles sont les situations que je vais proposer à la personne pour obtenir tel type de comportement? C'est de la manip, hein, on est d'accord, mais c'est pas grave, c'est la manip pour faire du bien. La deuxième chose, c'est la liberté de choix. Ça, c'est pas un contrebalancier, mais c'est la liberté de choix. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris une décision librement, il sera beaucoup plus engagé que quelqu'un qui l'a pris sous contrainte. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le résultat soit durable. Donc, j'ai besoin de mettre de la liberté de choix. J'ai besoin de proposer des situations pour que la personne puisse librement prendre des décisions. Et ça, c'est un super pare-feu, en fait, en gros. C'est-à-dire, en fait, on se centre vers la personne et on se dit, bon, ben, quelle est la décision qu'elle doit prendre à la fin de la séance, par exemple. Vous voyez, ça va être mon objet. Et donc, automatiquement, par contre, il faut qu'elle l'apprenne librement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que si je lui induis un peu le truc, ben, je sais que derrière, je risque d'avoir un effet moins bon que si il a vraiment récupéré les informations nécessaires pour prendre une décision étayée. Parce que je sais qu'après, il va mettre en place son système d'engagement. Très utile, par exemple, pour quand on envoie quelqu'un sur une action, pour qu'il y reste. Surtout s'il est naturalisé quitteur d'action. C'est-à-dire qu'il a déjà abandonné plusieurs fois des actions et qu'on sait que là, on a un risque qu'il reproduise ce mécanisme. Et le système d'adhésion, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, les taux d'adhésion sont des indicateurs qui sont surveillés, et c'est normal, et c'est très bien parce qu'ils ne sont pas bons, en règle générale. Eh ben, on a là un levier intéressant pour travailler les adhésions. Mais je vous poserai ça tout à l'heure. Donc, mon processus d'engagement, si je vous le pose comme ça va être des situations préparatoires, d'accord? Donc, une décision libre, un acte derrière la décision pour la renforcer, et donc un processus de rationalisation. Voilà. Vous les aurez ça, hein, vous embêtez pas. OK? Donc, moi, mon travail, ça va être en ingénierie de créer les situations préparatoires, d'aider la personne, donc de créer une séance de décision, de mettre en place une situation derrière la décision pour aider la personne à rationaliser sa décision et donc à s'engager. Alors, là, on rentre dans la technique, hein. Marie, vous avez une question? Je vois que ça réagit. Non, on est déjà à réfléchir comment on pourra l'appliquer, nous, dans nos structures. Parce qu'en fait, l'engagement, il a plusieurs niveaux. Il est de manière globale dans l'accompagnement, peu importe le thème, en tout cas dans la démarche d'accompagnement, la démarche de se faire accompagner, on va dire. Et après, beaucoup plus précisément sur chaque thématique, on va dire, sur lesquelles la personne a besoin d'être accompagnée. Tout à fait. Alors, bien évidemment, si on a quelqu'un qui vient librement d'accompagnement, on a déjà une liberté de décision et donc c'est plus simple. En tout cas, on a un phénomène d'engagement qui s'est mis en place plus facilement. Maintenant, il faut l'entretenir, il faut le démultiplier, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que même si je viens librement dans un processus d'accompagnement, cet accompagnement va créer du changement, elle va me mettre en difficulté, elle va créer de la dissonance cognitive, et donc automatiquement, en fait, il faut quand même le boulot de l'ingénieur, le boulot de l'accompagnateur, c'est de maintenir cet engagement et voire de le renforcer, et donc de renforcer l'autonomie. Maintenant, quand je suis dans un dispositif genre dispositif RSA, la personne vient sous contrainte forte.
On est d'accord? C'est-à-dire que dans sa tête, et c'est probablement la réalité, c'est d'ailleurs pas probablement, c'est la réalité, si je ne viens pas, je n'ai pas mon allocation. Et donc, je viens. Et donc, vous comprenez que c'est un processus de désengagement extraordinaire. C'est-à-dire, je ne viens pas pour être actif, je viens pour récupérer mon allocation. C'est ce qui s'est passé aussi sur la GJ au début, hein, sur tous les systèmes d'allocation en contrepartie. Donc la question qui va se poser, c'est comment j'arrive à aider la personne, et c'est pour ça que je vous présente la phase d'accueil parce qu'elle est hyper importante, comment j'arrive à modifier le comportement de la personne vis-à-vis de l'accompagnement sur une période assez courte pour qu'elle passe de « je viens parce que je suis obligé » à « je viens parce que j'ai décidé de mettre en place le projet et je veux être accompagné ». Et là, vous comprenez que les enchaînements, ils ont intérêt à être efficaces, hein. Mais ça marche. C'est ça qui est intéressant. Pour créer un processus d'engagement, on va travailler comme ça. On va dire, j'identifie comme pour l'objectif, hein. J'identifie la décision que la personne doit pouvoir prendre librement. Premier point. Donc, en fait, c'est comme l'objectif. Je définis l'objectif, je définis la décision. 2, je crée les situations préparatoires, c'est-à-dire je fais l'ingénierie des situations. Quelles sont les situations préparatoires que je peux lui proposer? Alors, ça sera des activités, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il soit actif. Ça sera aussi des apprentissages, hein, parce qu'il va falloir lui transférer des éléments pour qu'il soit actif. Il faut quand même le sécuriser au démarrage. Et bien sûr, ce sera des informations, parce on peut aussi échanger de l'information, hein. On n'est pas simplement à le foutre sur une activité. On peut aussi l'aider à donner du sens, lui expliquer pourquoi et lui donner accès à un certain type d'informations. Moi, je ne suis pas dans l'expérientiel pur et parfait, vous voyez, c'est peu importe. Mais il faut quand même qu'il y ait des activités. Et ensuite, bien évidemment, je vais identifier les actes que je vais demander. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Les actes que je vais demander à la personne derrière pour conforter la décision. Alors, excusez-moi, je vous demande 2 secondes. Voilà, ça va ça? Donc, quand je crée dans ce sens-là, c'est l'exercice que vous allez devoir faire. Et quand je mets en œuvre, bien évidemment, je vais proposer d'abord les situations préparatoires, parce que sinon elles ne seraient pas préparatoires. Ensuite, je vais laisser la personne prendre, je vais lui proposer une séance de décision, je vais lui laisser prendre la décision librement. Et puis ensuite, ce n'est pas fini, on va lui proposer un ou plusieurs actes à réaliser pour valider la décision. D'accord ? Donc, toutes nos séances de travail vont être structurées de cette manière-là. Je vous ai mis un petit point de bascule, un petit projet. C'est pour illustrer mon propos, d'accord? Ça, c'est le schéma de point de bascule qu'on image pour expliquer à quelqu'un en méthode MAPI comment se passe un accompagnement. C'est pour lui dire, c'est une petite façon de dénaturaliser sa situation. C'est-à-dire de dire, c'est pas vous, c'est tout le monde qui fonctionne comme ça, vous voyez? Donc, c'est du cadre, c'est un peu de la méthode, c'est du cadre, mais c'est aussi une façon de déculpabiliser, dénaturaliser la personne. Dénaturaliser, c'est-à-dire couper le lien que la personne fait entre le comportement qu'elle a et puis les idées qu'elle se fait d'elle-même. Donc, l'accompagnement, c'est toujours en 4 phases, on dit, hein, c'est ça. Il y a une phase d'accueil, diagnostic, de montage. Puis ensuite, il y a une phase de récolte d'informations. Alors, on a fait une petite montée là, parce qu'en fait, il faut imaginer le monsieur avec le sac à dos, ou la dame avec le sac à dos, plein de cailloux. C'est la période la plus compliquée, c'est-à-dire je me pose plein de questions, je tergiverse, je vais chercher des informations et c'est compliqué. Puis après, on a la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire je sais ce que je veux, j'ai identifié mon objectif, donc là, je suis au clair sur ce que je vais faire, j'ai ma méthode, donc j'y vais. Donc là, on est plutôt guilleré. Et puis ensuite, il y a la sécurisation dans la nouvelle situation. Voilà. En gros, nous, on dit à 4 phases comme ça. Attention, c'est systémique, il ne faut pas voir ça complètement plaqué comme ça, bien évidemment. Tout peut bouger, tout peut changer, mais on propose ça. Et donc, la question, c'est que ici,
je vais avoir une décision, vous voyez, libre. La décision libre, c'est, alors, ça dépend. Ça dépend du dispositif, ça dépend de la structure, ça dépend de l'environnement. Mais par exemple, décision libre, est-ce que je me fais accompagner par vous? Voilà. Ça peut être une décision libre, parce que c'est vous qui êtes mon accompagnateur. Une autre décision, par exemple, ça peut être quel est le projet, parce que je n'ai pas le choix d'être accompagné et de mettre en place des actions d'insertion, loi de 2008, par exemple. Mais la question, c'est, la loi ne m'impose pas les modalités de parcours, c'est-à-dire quel parcours je vais mettre en place. Donc là, la décision, c'est quel est le parcours que je souhaite mettre en place dans le cadre de mon accompagnement, par exemple RSA. Vous voyez? Donc là, j'ai une première décision avec, excusez-moi, là, j'ai une deuxième décision, c'est-à-dire, en fait, là, ce qu'on appelle, nous, le point de bascule, c'est-à-dire, en fait, j'ai tergiversé longtemps avant de mettre en place les trucs, je suis allé me renseigner à droite, à gauche, c'est tout ce qu'on appelle, pour les conseillers insertion professionnelle, la validation de projet, par exemple, et l'élaboration de projet, mais ça peut être aussi beaucoup de choses pour le logement, ça marche toujours partout. Et donc là, je vais chercher, et puis à un moment donné, j'ai trouvé mon objectif, et là, j'ai fait des PMSMP, les machins, les bidules, j'ai mon projet, il est déjà calé, il est réaliste et réalisable, donc je décide d'y aller. Mon fameux go-no-go ici, vous voyez. Puis ensuite, je vais avoir une décision ici, c'est de prendre, si c'est un poste, de prendre le poste, de rentrer dans le logement, de changer ma situation durablement avec une passe de sécurisation. Vous voyez, donc on a aussi, dans le projet de parcours, puisque c'est un parcours, des activités préparatoires, puisque là, pour qu'il puisse prendre cette décision-là, il va falloir travailler avec lui, l'aider à concevoir les différents parcours possibles. Donc, activité, décision. Là, j'ai toutes mes activités préparatoires pour qu'il puisse prendre la décision. D'accord? Là, j'ai mes activités préparatoires pour prendre la décision. Vous voyez, on retrouve, dans un cheminement de parcours, on retrouve ces enchaînements dans tous les cas. Donc, par rapport à la question, à la remarque de tout à l'heure, on va le retrouver sur la séance, on va le retrouver sur la séquence, on va le retrouver sur la phase, on va le retrouver sur le parcours, on va le retrouver sur le dispositif. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un cadre méthodologique commun, tout le monde le partage, l'équipe, les personnes accompagnées, et donc on navigue dans ce cadre-là qui permet d'avoir des repères intéressants. Allez, je finis. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait une pause? Non, après, je vous mets en action. Oui, 11h16. parce qu'après, on va être juste au niveau du temps après, Pascal. Ouais, ça va, je me bouge. Bon, j'en ai déjà parlé sur les participations, donc c'est très simple. Juste, je voulais vous faire la différence, et je vais vous le faire vous, parce que, enfin, je vais le faire moi, parce que sinon, je vous compter. C'est la différence entre les attitudes et les comportements. C'est un petit travail préparatoire, parce que là, il faut vraiment qu'on parle de la même chose. Donc, il y a une différence entre attitude et comportement. L'attitude, c'est un positionnement physique qui est censé traduire un état d'esprit, d'accord? Donc, c'est plutôt un caractère supposé d'une personne. Par exemple, vous êtes dans la voiture, vous avez quelqu'un devant vous qui rame, qui avance pas comme vous voulez, vous râlez. Attitude, d'accord? Même des fois, vous pouvez, parce que vous êtes bien protégé derrière votre habitacle, avoir quelques petits mots doux pour la personne. Attitude. Ce n'est pas pour ça que vous allez passer en conduite effective les comportements, c'est-à-dire ça traduit concrètement l'attitude de la personne. C'est une action effective. Donc vous pouvez lui envoyer des mots d'oiseau, c'est pas pour ça que vous allez sortir de la voiture et péter la gueule. Hein, on est d'accord? Donc il y a une différence entre l'attitude et le comportement. Souvent, si on fait pas la différence, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'attitude, c'est pas observable. C'est-à-dire que l'attitude, elle n'est pas prédictive du comportement. Par exemple, on peut avoir des gens qui râlent et qui font, par exemple. Vous voyez? C'est pas un problème. Par contre, on peut avoir des gens qui sont super motivés, mais qui font jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement. Seul le comportement est observable. Donc, dans notre travail d'ingénierie, bien sûr, et parce qu'on travaille sur les théories comportementales, on va avoir un outil extraordinaire de cadrage, c'est le comportement. Quel est le comportement attendu de la personne à l'issue de la séance, à l'issue de la séquence, d'accord, à l'issue de la phase, on l'a vu tout à l'heure, et comment j'arrive à le traduire. Ça va ça? Allez, je fais vite parce que on est à la mort. Donc,
Nous, on travaille que sur la base du comportement. Donc, ça, je l'ai dit, hein. Donc, le comportement à l'issue de la séance ou de la séquence, en fait, en gros, le comportement, c'est un outil d'évaluation extraordinaire. D'accord? Le comportement observé à l'issue, donc il y a celui qui est attendu. Donc, quand je fais mon ingénierie, je vais pouvoir poser le comportement attendu. Je vais pouvoir observer la réalité du comportement et bien sûr, mesurer l'écart, c'est une évaluation pour prendre des décisions. Est-ce qu'on poursuit parce que c'est en adéquation? Est-ce que je réajuste ou est-ce que je recadre? Si c'est juste un réajustement, c'est pas grave. Si c'est un recadrage, ça veut dire, en fait, ce que j'ai proposé, ça marche absolument pas. La question, c'est comment ça pourrait marcher et on essaie de refixer les objectifs, les machins. Là que ça va? Le comportement, c'est extraordinaire. Il faut bien évidemment travailler sur le comportement. C'est un autre objet très intéressant à travailler. Et bien sûr, c'est en fait, si on veut du comportement et si on veut pouvoir observer du comportement, il faut que la personne participe. Il faut qu'elle participe pour s'engager, il faut qu'elle participe pour être autonome, puis il faut pas qu'elle participe pour qu'on voit effectivement comment elle se comporte, vous voyez. Donc la participation, ce n'est pas qu'un principe philosophique, c'est aussi une obligation technique. Voilà. Répartition du travail, on parlait de posture dans nos premiers échanges. En fait, la personne, elle est spécialiste du fond et l'accompagnant est spécialiste de la forme, en fait, en gros. C'est ça, comment on fonctionne ensemble. Moi, je suis spécialiste de la forme. Je sais comment on fait. D'accord? Et vous, vous êtes spécialiste du fond. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui connaissez votre situation. Et c'est vous qui devez agir parce que moi, je ne peux pas agir à votre place. Alors, dans une certaine mesure, c'est pas vous faites tout, je fais rien, on est d'accord, ça peut être aussi une répartition, ça c'est à doser. Mais en tout cas, si l'accompagnant est spécialiste de la forme, et s'il aide la personne à agir, donc il lui propose un cadre sécurisant, il lui propose des séances structurées, il lui propose un système d'évaluation qui permet à la personne d'évaluer sa capacité d'action et de naturaliser qu'elle est en capacité de. Ça va ça? Bon, c'est très compliqué peut-être, mais après c'est plus simple. Il faut mettre tout en lien après. On va le faire en exercice. D'accord? Donc, le praticien, il explicite, c'est-à-dire qu'il a cette technique et il la transfère à la personne. Donc, il explicite, moi j'aime bien, on explicite pourquoi on propose la séance à la personne, c'est quoi le résultat à la fois livrable, à la fois pédagogique en matière de comportement. D'accord? Il la met en œuvre, donc il lui montre comment ça marche. Et puis ensuite, en fait, il lui permet d'évaluer son niveau d'acquisition et ses résultats. Et comme ça, on a ces situations va permettre à la personne d'enchaîner sa naturalisation. Pascal, Oui. je vais me permettre de partager, justement, ça me fait penser à une citation de Benjamin Franklin qui dit « Dis-moi et j'oublierai, enseigne-moi et je me souviendrai, implique-moi et j'apprendrai ». Donc voilà. Tout à fait. Regardez, c'est exactement, Isabelle, l'enjeu de la participation, parce qu'en fait, on sait très bien, alors depuis Benjamin Franklin, je ne savais pas que, mais depuis Rousseau même, je crois que Benjamin Franklin doit être un peu après Rousseau, c'est qu'en fait, l'adulte en formation, il doit expérimenter. Il n'y a pas le choix, sinon ça reste de la théorie. Donc, de toute façon, il faut mettre en œuvre. Il faut qu'il puisse mettre en œuvre. C'est pour ça qu'encore une fois, on insiste bien sur la participation. Expérimenter, c'est agir sur l'objet, c'est renforcer son autonomie, bien évidemment, c'est devenir autonome. Donc, renforcer l'autonomie, vous savez, on a le PACEA, le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Alors, faisons agir, parce que sinon, il n'y a pas d'autonomie qui va se mettre en place. Et bien sûr, c'est acquérir et développer de la compétence. Ça, c'est un autre sujet, mais extrêmement intéressant. Je vous l'ai mis là parce que, en fait, la naturalisation et la compréhension des compétences, que je suis en capacité de développer des compétences sur n'importe, et pour les 15-20 heures, c'était un petit peu l'objet, sur n'importe quelle situation, c'est extraordinaire parce que ça renforce le sentiment d'efficacité personnelle de manière très significative. D'accord? Donc, toute séquence doit comporter au moins une séance d'activité. Voilà. Si vous ne faites pas une séance d'activité, à mon avis, c'est moins efficace. Voilà.
Voilà. Alors, je voulais juste pour finir, et puis après, on va faire l'exercice, parce qu'il est 11h23, je vais me faire disputer, parce que je vais pas avoir le temps. Hein. Là, j'ai tout bouffé. Putain, un exemple sur l'entretien dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les entretiens peuvent s'enchaîner dans une séquence avec un objectif final. Chaque entretien, c'est une séance, mais chaque tâche à réaliser, chaque activité d'intercession, c'est une séance aussi. Et c'est presque, je dirais, l'entretien, c'est même pas presque, l'entretien est une activité préparatoire à la décision de mettre en place une tâche à réaliser en autonomie. Vous voyez le système de fonctionnement au niveau de l'ingénierie? Donc en fait, l'entretien, on ne finit pas l'entretien. L'entretien, c'est juste un acte préparatoire. Je m'assure, alors aide à l'évaluation des réalisations, je propose le cadre, je permets à la personne d'agir sur l'objet, je l'accompagne là-dessus, je l'aide à s'approprier l'objet, c'est-à-dire à comprendre son niveau d'appropriation, et je l'aide à cadrer ici ses activités en autonomie. Voilà. Donc, comme on pourra reprendre tout à l'heure, j'ai un objectif ici, un objectif prévisionnel ici, un objectif prévisionnel sur le entretien 1, 2, 3. Et je commence, et là, je fais l'activité préparatoire pour que la personne puisse travailler en autonomie. Excusez-moi, voilà. Ça va, ça? Voilà. Vous voyez un peu les principes. Alors maintenant, ce que je vous propose, on va faire le petit exercice. Parce que quand même. Alors, on va peut-être pas prendre autant de temps pour faire le petit exercice. 11h25, parce que je voudrais quand même finir pour vous présenter 2-3 trucs concrets. Mais si on prend une demi-heure, c'est bien. Donc, je vous propose pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous vous mettez en groupe. On va faire peut-être des groupes de 3-4 maximum. Hein, Sylvie, je ne sais pas comment tu as Oui, organisé ton truc. oui, je Je vous pense que donne 3-4, c'est bien. je vous donne la consigne. Alors, la consigne est un peu longue, mais moi, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc, la consigne, c'est en fait, vous allez monter des enchaînements d'ingénierie hein, très rapidement. Juste l'idée, c'est de commencer à comprendre comment ça marche. Donc, vous allez concevoir une information collective. D'accord? L'objectif, c'est de recruter des personnes pour un atelier CV qui se passe en plusieurs séances, pas un atelier CV sur un coup. D'accord, ça va? On s'en fout de l'objectif de l'atelier, c'est pas grave. Donc, l'objectif de votre information collective, je vous l'ai mis là, c'est à l'issue de l'exercice, vous aurez formalisé les enchaînements de situations que vous allez proposer aux personnes qui vont permettre d'atteindre le résultat suivant. On veut que la personne soit en capacité de prendre la décision de participer ou non à l'atelier. Attention, il y a probablement plusieurs types de décisions possibles. Vous pensez acte préparatoire, décision libre, acte derrière. Le cadrage, ça peut être un élément intéressant pour travailler avec vous. L'enjeu, bien sûr, c'est que vous voulez que 100% des personnes présentes décident de participer à l'atelier et que 100% d'entre elles viennent effectivement à la première séance. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. Vous voyez que mon animation collective, mon information collective, elle a été efficace. Après, c'est plus du ressort, ça sera du ressort de l'animateur de l'atelier. Pour ça, vous vous mettez en salle 3 ou, de 3 ou 4. Essayez de vous mélanger en termes de... bon, après, ça, sur ceux qui sont en binôme, ça va être compliqué, mais en termes de structure, etc. J'ai essayé de mélanger les structures, mais de toute façon, vous allez recevoir une invitation à l'écran hein, pour rejoindre votre salle de travail. Voilà. Donc, vous vous accordez sur les attendus de la séance parce que c'est un petit peu normal. Vous avez un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Vous listez les situations de travail à proposer très rapidement. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Comment on fait pour l'aider à prendre cette décision? Et puis, vous organisez les situations selon la suite logique, ce qui vous paraît logique en fonction de ce que on vous a proposé en termes de méthode. D'accord, ça va? Alors, ce n'est pas 30 minutes, c'est 15 minutes, hein, bien évidemment. On va aller beaucoup plus vite. Et on va prendre 10 minutes pour partager l'expérience. Je vous montrerai les solutions. Donc, moi, je vous ai posé ça comme ça. Alors, les comportements attendus, parce que j'aime bien en termes d'objectifs. Donc, à l'issue, on est d'accord qu'à l'issue de la séance d'information collective, la personne aura choisi ou ils auront choisi librement de s'inscrire à l'atelier. Elles auront choisi un objectif. Chacun aura choisi un objectif à travailler spécifiquement dans l'atelier. Ça, c'est aussi une manière d'activer. C'est-à-dire, tu ne fais pas l'atelier pour faire l'atelier. Toi, pour l'atelier, c'est quoi ton objectif? Vous voyez, on peut les faire travailler là-dessus. Noter sur un support de leur choix l'ensemble des créneaux et l'ensemble
je vois plus, de l'atelier, c'est-à-dire les créneaux. Ça, c'est aussi des techniques assez simples. C'est-à-dire, il y a l'atelier, il est en 3 fois. Je note sur mon agenda, je réserve la plage sur mon agenda. Vous voyez, c'est les actes après la prise de décision. Et puis, bien sûr, indiquer les dates sur lesquelles il y a des contraintes, parce qu'il peut y avoir des contraintes, et c'est tout à fait intéressant de laisser aussi la possibilité d'aménager à la marge, bien évidemment. Le gars qui ne peut pas faire aucun des créneaux, on n'aménage pas, il ne vient pas, hein, je veux dire, à un moment donné. Mais par contre, s'il y a un des créneaux sur lequel il ne peut pas venir, ben, c'est intéressant de le faire réfléchir sur qu'est-ce qu'il peut nous proposer comme solution alternative. Et j'ai bien dire, le faire réfléchir pour savoir ce qu'il peut nous proposer. Je n'ai pas dit réfléchir à ce qu'on peut lui proposer. Vous voyez, c'est un petit peu différent, quoi, hein, toujours pareil. Hein. Bien sûr, pendant la séance, on va avoir des indicateurs comportementaux. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que, ben, en fait, ils peuvent avoir explicité, par exemple, leurs expériences sur d'autres ateliers CV ou d'autres ateliers de ce type. Ça, c'est une bonne technique. On s'appuie sur l'expérience. Vous avez déjà fait des ateliers, qui a déjà fait des ateliers CV, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et là c'est parti. Et moi je suis animateur, je suis tranquille, s'il dit ça ne sert à rien, je ne vais pas le prendre pour moi. D'accord? Parce que justement, je pourrais m'appuyer dessus en disant, ben, au niveau du fonctionnement, on va essayer de faire quelque chose qui vous apporte, donc c'est bien de savoir ce qui ne marche pas ou ce qui ne vous plaît pas pour qu'on puisse aménager dans le cadre, vous voyez, voilà. Exposer les attentes par rapport à cet atelier. En fait, c'est quoi votre attente? Si vous deviez faire l'atelier, ce serait quoi vos attentes? Tout ça, c'est de l'activation, en fait. Hein, on est d'accord, ça va? Voilà. Rechercher, échanger entre eux l'intérêt de cet atelier. Voilà. Et là, on anime, on les fait activer. Et bien sûr, poser les questions sur les modalités pratiques et organisationnelles. Si le gars, il a expliqué son expérience, il a exposé ses attentes, il a trouvé l'intérêt, en tout cas, il a exposé un intérêt ou deux, et qu'il a posé des questions, normalement, comportement socialement attendu, il signe. D'accord? Ça va, ça? Vous voyez, c'est vraiment de l'activation permanente. Alors, le déroulé proposé, après, il est assujetti à caution, à réaction. 3 temps, un temps de cadrage, un temps d'activation, un temps d'information, un temps d'engagement. C'est exactement ce que vous avez posé. Hein. On est d'accord, hein, Elsa, hein. Donc, bien sûr, cadrage, je me présente. Je présente les éléments du cadre de l'atelier, comment ça va se passer, l'information collective. Ensuite, cadrage de l'activité. Voilà ce que je vous propose. On va lancer le groupe. Tour de table, par exemple, votre prénom, est-ce que vous avez déjà participé à des ateliers? Quels en furent les résultats? Qu'attendez-vous de cet atelier? À quel stade de votre parcours vous en êtes? Et là, c'est parti. Et on prend le temps de l'échange. On fait alors, tour de table, attention, hein, ce n'est pas forcément chacun son tour, c'est liberté d'expression. Et puis, on alimente. Le travail, c'est d'aller chercher les gens qui, bien évidemment, n'arrivent pas à travailler. On peut noter sur le paperboard les attentes, d'accord? Et puis, une fois que l'expression est terminée, on fait la synthèse des attentes, par exemple. C'est-à-dire, ben voilà tout ce que vous avez noté en attente. Et comme par hasard, au niveau de l'atelier, ben, je vais pouvoir cocher ce que l'atelier va pouvoir répondre en attente, présenter l'atelier, montrer les attendus, insister sur les réponses aux attentes, et puis réajuster bien sûr, poser le cadre d'organisation, c'est ce que vous avez dit, solliciter des questions sur le cadre, et puis ensuite passer au processus de décision, c'est-à-dire en fait maintenant, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui me disent oui parce qu'ils pensent qu'ils sont obligés ou parce qu'ils vont trouver sympathique et qui ne vont pas venir. Vous voyez? Parce que moi, je vais tout organiser, on va solliciter des gens et donc on veut un groupe fiable. Donc, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Ou si vous estimez que ça ne nous apporte rien, on comprendra. Par contre, si vous vous engagez sur la totalité de l'action. D'accord? Donc, bon, Joulet et Beauvois, ils notent. Ah mince, excusez-moi. Ah, allez, c'est parti. Joulet et Beauvois, ils disent qu'il faut noter. Alors, on note sur le paperboard, je décide de participer à l'atelier, de m'engager. Vous voyez, il fait tout un travail. Et donc, la personne décide librement, c'est l'acte derrière. Elle note sur son bout de papier qu'elle a décidé. Voilà, c'est des techniques. Hein. OK. Un petit tour de table de prise de décision, c'est-à-dire caractère public de la décision. C'est-à-dire que si j'ai dit à tout le monde que j'allais y aller, je me sens plus engagé que si je l'ai dit à personne.
Et puis, pour ceux qui poursuivent, venez. Alors maintenant, on va noter sur l'agenda et on va discuter des aménagements. Et donc, je garde les personnes qui ont décidé de rester. Pourquoi? Parce que du coup, ça renforce l'escalade de l'engagement. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, on y est, hein, je veux dire, c'est pas très compliqué à mettre en place. Après, on peut, voilà. Moi, je vous ai proposé un travail qui a été élaboré déjà, c'est le cadre d'une animation collective. Alors, vous voyez, c'est quand même 2 heures, hein, 2 heures et demie. Si vous profitez, vous faites une petite pause au milieu pour que les gens puissent discuter entre eux avec un petit café. C'est 2 heures et demie l'animation collective. Avec, pareil, accueil, introduction. Je vais me présenter rapidement. Voilà, ça, c'est un conducteur de séance qu'on appelle, hein, vous connaissez. Donc, on a l'objectif, on a les séances une par une, avec les durées, les objectifs, les outils utilisés, et puis, bien évidemment, alors là, c'est très simple, on peut faire beaucoup plus, voilà, on peut mettre aussi les consignes. Quel est votre objectif de parcours? D'après vous, que pouvez-vous attendre d'un accompagnement? On fait le tour de table. Vous voyez, on va reprendre à peu près toujours les mêmes formules. Répondre aux questions, faire répondre par les autres participants du groupe, apporter des réponses complémentaires. Vous voyez, donc, en termes de posture, puisque ce matin, on parlait de la posture, en termes de posture, vous voyez que l'animateur se met en retrait. Hein. Beaucoup. Hein. Ce n'est pas lui qui va vendre. On parlait des motivations tout à l'heure avec Sylvie, là. Ce n'est pas lui qui va vendre son truc. Ah, il peut le vendre, hein, je veux dire, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre beaucoup d'énergie à vendre un truc. La seule chose, c'est que vous aurez en termes d'adhésion, vous aurez de moins bons résultats que si vous procédez comme ça. Et c'est beaucoup moins fatigant de procéder comme ça, puisqu'en fait, on est tout le temps en train de regarder les comportements des uns et des autres, et puis de valider, et puis d'aller les chercher, poser du cadre et animer. Voilà. Après, nous, on avait un travail sur la liberté, et puis ensuite, on fait la décision pour la suite à donner. Le choix, il doit être fait. D'accord? Et le choix, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais dans le cadre, c'est-à-dire j'accepte le cadre. Donc l'idée, c'est pas de leur permettre de modifier le cadre complètement, je veux dire, à un moment donné. Donc s'ils viennent pour faire du CV, ils vont faire du CV, ils vont faire de la manière, parce que je suis spécialiste de la forme, dans la manière dont pour l'instant c'est organisé. On a organisé le travail, on est les professionnels de la forme, donc voilà. Après, on peut aménager individuellement. Pour la liberté, encore une fois, il faut la poser au bon endroit. C'est-à-dire, c'est la liberté. Votre liberté, c'est aujourd'hui, est-ce que vous vous engagez sur la totalité du dispositif ou pas? Et on le voit que si on est dans le RSA, comme ça vous concerne, en fait, vous n'avez pas le choix de vous engager dans le dispositif. On va mettre la liberté ailleurs, on va mettre sur le parcours. Mais attention aux alternatives, c'est-à-dire, là, l'alternative que vous proposez, c'est est-ce que j'ai peur qu'il s'engouffre un peu dans le je ne vais pas faire de CV, en plus, j'en ai pas besoin. Par contre, dans la discussion, si la discussion tourne autour de moi, j'ai été recruté sans CV, ça peut être intéressant de l'alimenter en disant ah ouais, d'accord, ok, et alors, du coup, comment vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé pour voir si effectivement il y a l'atelier CV à sa place. Après, ça peut être intéressant de se dire en fait, l'atelier CV ne sert à rien parce que maintenant, il se recrute sans CV. Et donc, il faut qu'on change. Vous voyez, on change. Ça peut être intéressant d'avoir. Maintenant, ils recrutent sans CV. Ça existe aussi. Et dans un cadre d'information globale, quoi. Hein. L'idée, c'était pas du tout, puisqu'on a construit des séances aussi, voilà, sur trois séances avec des choses enrichies, avec des choses sur le parcours, des informations. Enfin, voilà. Après, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on fait un atelier CV, la décision, c'est encore une fois, est-ce que tu viens dans l'atelier ou pas? C'est pas on met en cause l'atelier. Vous voyez, je voulais vous présenter le SEJ très rapidement et le cadrage pour vous montrer l'ingénierie, c'est ce qui pourrait être intéressant. J'ai prévu aussi de vous montrer une petite feuille Excel, mais je ne sais pas si pour vous montrer comment on crée des mallettes pédagogiques, en fait, en gros. Hein. Donc, la problématique du SEJ, on a travaillé avec la mission locale de Salon de Provence du pays salonnais, parce que la problématique de départ, c'était ça. Je pense que des jeunes qui sont entrés dans le SEJ et qui décrochent, qui ne font pas les actions, ou qui les font sans être là, ou qui viennent une fois sur 3, les fameuses 15-20 heures qui avaient changé la relation, des praticiens qui ne s'attendaient pas sur le diagnostic et sur les solutions, c'est-à-dire le pourquoi les jeunes se faisaient ça et qu'est-ce qu'il faut proposer. Et ça commençait un peu à se tendre.
Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'intervenir. Donc, on a travaillé en formation-action avec eux pour co-construire l'ingénierie, effectivement, du SEJ. Sur quelques principes de base que je vous donne, mais que vous connaissez maintenant, la première semaine est décisive, c'est-à-dire la phase d'accueil, c'est décisif. Pourquoi? Pour aider le jeune à passer de je viens dans le SEJ parce que je suis un moins que rien, je suis un net ou un NIT, ou que je viens pour l'allocation, ou que je viens pour des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. En tout cas, on cherche à avoir un changement de comportement. Ne pas reproduire les situations vécues comme un échec ou une douleur. Par exemple, ne pas reproduire des situations d'éducation d'école. Je veux dire comme ça. Les jeunes qui sont en échec, on va essayer de ne pas les remettre dans l'apprentissage comme à l'école, parce que de toute façon, sinon, ils vont avoir les mêmes types de comportements qu'ils ont eu, qui n'ont pas fonctionné. D'accord, situation égale comportement. Bien sûr, avoir un cadre pour sécuriser et pas pour sanctionner. Donc, utiliser le cadre pour sécuriser. Aider les jeunes à donner du sens aux activités. Par activité, c'est les 15-20 heures, bien sûr. L'enjeu, c'était qu'ils puissent comprendre l'intérêt de réaliser les activités pour eux et pour leur réflexion. Et puis, bien sûr, les enchaînements, vous connaissez. Pas confondre projet de parcours et projet professionnel. C'est-à-dire que déjà travailler sur le cadre du projet, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire comme projet de parcours. Puis ensuite, intégrer la dimension projet professionnel si elle n'existait pas, ou l'intégrer dans le projet de parcours si elle existe déjà, mais en tout cas, rester sur le projet de parcours. Pour ceux qui connaissent la méthodo, on a travaillé là-dessus pendant longtemps, et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des écrits sur la différence entre projet de parcours et projet professionnel. C'est souvent pas bien compris. Et tout le monde peut accéder à l'autonomie, bien évidemment, c'est un principe de base. Donc, j'ai mis ça comme ça pour vous proposer les enchaînements de situations. Donc, la première, alors j'ai mis simplement ici les objectifs en matière comportementaux pour essayer de cadrer. Après, je pourrais vous montrer comment on a fait à l'intérieur. Mais au moins, chaque semaine, en fait, il y a un résultat attendu en matière de comportement du jeune qu'on pose au jeune, hein, qu'on lui explique. Il est très au clair sur ces attendus-là. Ce n'est pas des attendus masqués. C'est voilà les objectifs que tu dois avoir en fin de première semaine, fin de deuxième semaine, etc. Donc, en fin de première semaine, il a choisi son projet de parcours sans contrainte, c'est-à-dire il a commencé à poser un premier projet de parcours. Alors ça, c'est la méthodo, hein, c'est la méthode MAPI, mais on l'a accompagné pour qu'il ait un objectif, qu'il ait commencé à avoir quelques actions, quelques étapes qui sont posées. Il s'est expliqué son objectif, pourquoi il a choisi celui-là et pas un autre. Vous voyez, la décision libre. Il accepte donc bien sûr de rentrer en accompagnement SEJ, puisque par un petit pied de nez, on a dit tu es rentré en SEJ, mais tu as une semaine pour te décider. Bien sûr, l'objectif, c'est que 100% de ceux qui sont rentrés le lundi, le vendredi, entérinent leur rentrée au SEJ, mais on a pris ce risque-là par rapport à ce qui était posé. Et il choisit parmi les activités facultatives celles qui sont, de son point de vue, les plus en adéquation avec le parcours. Attention, activité facultative veut dire qu'il y a des activités obligatoires. Et donc, le cadre, le fonctionnement, hein, c'est de dire, nous, on sait que tu as besoin de ces activités-là. Donc, il y a des activités que tu ne peux pas, si tu rentres, il faut que tu les fasses. Par contre, liberté de choix, parmi l'ensemble des activités non facultatives, il y en a qui sont facultatives, je vais y arriver. Et donc, celles-là, tu peux les choisir. Donc, on aurait pu dire, tu dois faire toutes les activités, mais tu les fais dans l'ordre que tu veux. Voyez, en fonction de l'avancement de ton projet. C'était aussi une façon de travailler à liberté qui a un impact organisationnel non négligeable néanmoins. Ça va ça? Voyez? Donc fin de deuxième semaine, donc après deuxième semaine, il continue ses activités, mais là, il a fait des activités. Donc il a participé aux activités qui ont été proposées. Il remplit, alors Diagoriante, où le bilan, en fait, c'est l'idée, c'est qu'à chaque activité, il est en capacité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de noter ses expériences et d'en déduire des compétences qu'il a activées. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse comprendre l'intérêt de faire ces activités et puis qu'il augmente son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, il fait les activités et à chaque fois, alors soit en fin de semaine, s'il n'a pas eu le temps de le faire au fur et à mesure, mais on demande qu'il le fasse au fur et à mesure, il va sur Diagoriante, il note les activités, les expériences et il note ses compétences. Voilà. Et à la fin de la première semaine, il peut faire une synthèse de tout ce qu'il a appris
et puis des effets que ça a eu sur sa réflexion, sur son objectif et son parcours. Puisqu'on est en co-construction de parcours, ce n'est pas parce qu'il a été posé la semaine que c'est celui-là qu'on va utiliser. On va le remettre en question jusqu'à la 5e semaine. D'accord? C'est ce que ça s'appelle la co-construction de parcours. Puis en fin de 3e semaine, là, on a travaillé un peu sur le projet professionnel. On a commencé à travailler pour ceux qui, bien sûr, n'ont pas d'idée. Entre parenthèses, ils sont allés beaucoup plus vite que ce qu'on avait. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont beaucoup plus vite que ça. Donc, ils ont déjà les idées de métier. Et donc, il choisit ses métiers, les métiers sur lesquels il a envie d'investiguer. Et il commence à faire les liens, compétences développées, métiers nécessaires ciblés. Et donc, il commence à orienter ses activités en fonction des métiers qu'il veut faire. Voilà. Et vous voyez, progressivement, on va l'amener là-dedans. Fin de 4e semaine, il a choisi l'idée de métier principale comme hypothèse. Donc, il a fait une transitivité. J'avais 2-3 idées. J'ai commencé à regarder, mais j'en ai choisi une comme pour démarrer mon investigation. Je construis mon projet de parcours à partir de cette idée-là. Et puis, j'ai priorisé la même activité sur les autres idées pour pouvoir tergiverser en fonction et choisir et prendre ma décision pour m'engager. Voilà. Fin de semaine prochaine, il a construit sa première étape de son projet. Donc là, on a structuré l'étape projet de parcours. Et puis, il a réajusté son projet en général et à partir de la 5e semaine. Et en fait, il met en œuvre, c'est le projet de parcours qui devient le référent de travail. Et donc, il met en œuvre ses activités de travail. Voilà. Donc, vous voyez, l'ingénierie, elle s'est posée comme ça, en disant, en fait, on a travaillé sur à la fois les objectifs et à la fois les objectifs de comportement et les décisions libres que la personne doit prendre à l'issue de chaque semaine. Et chaque semaine, bien sûr, on évalue pour chacun où il en est et on réajuste. Et c'est le jeune qui réajuste lui-même son cheminement. Vous voulez que je vous montre comment ce que ça donne en termes de planification? Alors la planification, elle est, comment dire, bien sûr ça bouge, hein. Là c'est la planification type, mais à chaque SEJ, alors bien sûr c'est du SEJ collectif, etc. Mais à chaque SEJ ça bouge. Voilà, donc on a créé, attendez je vais vous montrer, ah non, je vais vous mettre un exemple de planning, le modèle de planning. Moi je trouve sympa ce modèle de planning, alors après... chacun ses délires. Hein. Voilà. Voilà. Bon, après, nous, on est des staccanovistes, hein, c'est-à-dire que toutes les séances sont structurées. Donc, ça va, vous le voyez bien Faut que j'augmente un petit peu. Donc, chaque semaine, en fait, vous avez votre objectif pédagogique qui est ici et qui est dit aux jeunes, d'accord? Et puis là, vous avez donc, en fait, alors en jaune, ce sont les séances obligatoires qu'on n'a pas le droit de toucher. Ni un conseiller, ni un jeune, personne n'a le droit de toucher ces séances parce qu'en fait, c'est des enchaînements. OK? Donc, c'est nos fameux enchaînements. Donc là, on a notre premier accueil avec notre information collective. On va commencer à les faire réfléchir sur la notion d'objectif. Là, deuxième séance, il fait le point sur ses objectifs. C'est-à-dire, si je viens dans le SEJ, c'est pour quoi faire. Puis ensuite, là, il définit son parcours et il commence à choisir ses ateliers. Alors, bien sûr, il y a ici et ici des outils, hein, des outillages. Ici, il se prépare à présenter son projet pour le caractère public. Et ici, il présente son projet dans l'État et ses différents documents. Voyez. Donc, on a une première semaine qui est quand même extrêmement dense en matière de présence. D'accord? On lui demande d'être présent là. Là, il y a des ateliers obligatoires pour qu'il puisse bien commencer à travailler. Donc là, ils ont déterminé des objectifs. Et là, il peut faire ses recherches en autonomie. Puis la deuxième semaine, alors, juste pour vous raconter, le cadrage de ma semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire cette semaine-là, mon objectif, mes activités, comment je vais m'organiser, avec qui je vais fonctionner, hein, les 5 éléments du cadre, où est-ce que je vais le faire. J'ai eu beaucoup de mal auprès de mes collègues conseillers à le mettre en place parce qu'ils m'ont dit mais qu'est-ce que ça va être toutes les semaines, ça va être pareil, les gamins, ça va les gaver. J'ai dit écoutez, vous essayez puis on verra bien. Franchement, une bombe. Voilà, parce qu'en fait, ça les cadre, parce que ça oblige les gamins à venir en collectif le lundi matin. Donc, c'est comme s'ils étaient en activité, on est d'accord. Et puis 2, en fait, l'idée du cadrage, c'est je prends ma semaine que j'avais prévue
et je regarde si je suis toujours bon par rapport à mon évaluation de fin de semaine. Et puis, je mets du sens sur toutes les activités. Je m'engage sur toutes les activités et je m'organise. Et le conseiller, mes collègues m'aident à m'organiser. Et puis, des fois, on y va ensemble. Et puis, bref. Et ça part du feu de Dieu. On a renforcé l'autonomie extraordinaire. Et du coup, ça marche très, très bien parce qu'en fait, ils font leurs activités. Et à chaque fois, ils font leur bilan. Vous voyez? Et donc, en fait, on cadre tout simplement. Je cadre mes débuts de semaine. Et ensuite, en fin de semaine, je fais le récap de tout ce que j'ai fait. Je naturalise que j'ai acquis de la compétence. J'évalue les compétences que j'ai évaluées. Je fais avancer mon projet et je réinterroge mon projet. Et du coup, je me relance sur les activités suivantes que je vais choisir encore une fois, réajuster, etc. Voilà. Ça ne paraît pas très compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour ma part, Pascal, si je pouvais avoir une petite copie, franchement, voilà. Pas de problème. Je vous donne la copie. Question Par naïve. contre, il faut être formé pour pouvoir faire l'intérieur, hein. Question naïve, Pascal, sur une semaine comme celle-ci, ils ont des entretiens individuels et combien? Alors, il peut y avoir des entretiens individuels. Au début, c'était obligatoire. Et puis, petit à petit, on s'est dit, en fait, les conseillers se sont dit, les entretiens individuels, c'est au choix du conseiller, du jeune. S'il a besoin d'entretien individuel ou si on repère ici des grosses difficultés, on peut lui proposer d'entretien individuel. Mais les entretiens individuels vont se faire dans le vert, là, dans les démarches en autonomie. D'accord. Il n'y a pas obligatoirement des entretiens individuels. Le collectif a cette force, c'est qu'en fait, il crée de la dissonance et les jeunes s'entraident entre eux. Si on travaille comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec des échanges, avec des activités, ils font très très bien le travail. Après, les conseillers, le problème qu'ils avaient, c'était en fait d'arriver à réguler, parce que des fois, ils n'ont pas forcément tous les codes de bien tenus. Et donc, ça marchait très bien, tellement bien les groupes que des fois, ça éclatait de rire, etc. Donc, j'ai dit, simplement, tu leur redonnes du cadre, hein, tu leur expliques. Et franchement, mais sinon, s'il y a à la demande, les conseillers répondent à la mise en place d'un entretien individuel. Tout à fait. Tout Ok. à fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, les 5 semaines sont posées. Et après, évidemment, c'est le projet de parcours qui prend le relais. Et les 26, je vous présente, je vais m'arrêter là. Ça va, ça? Ouais. Donc, on a une mallette pédagogique. Enfin, bon, nous, on s'est bien amusé. Je voulais juste je vais pour finir, et puis après, on fait un point. Vous le voyez, mon écran ou pas? Non, vous ne voyez plus mon écran? Non. Alors, attendez. Là, vous voyez mon écran? C'est bon, Oui. là, oui, c'est bon. Voilà. Donc, bon. Pour le CEJ, je suis désolé, c'est vrai que c'est assez dense. Pour le parcours RSA, c'est la phase d'accueil RSA, c'est exactement la même chose. On a fonctionné de la même manière, mais alors ça, c'est des travaux qu'on fait depuis très très longtemps, mais l'idée, c'est que bien évidemment, mettre du sens au contrat d'engagement, puisque aujourd'hui, le contrat d'engagement, il y a des difficultés pour que la personne, ça soit un vrai outil pédagogique dans certaines collectivités ou certains dispositifs. Ce qu'on dit toujours, c'est que le contrat, en fait, vous regardez, je vais prendre ma décision libre, c'est le choix du parcours. L'acte derrière, c'est signer le contrat. Et les actes préparatoires, bien sûr, doivent se faire. Donc, le contrat ne peut pas se faire en amont. On a des pratiques professionnelles qui posent le contrat d'insertion sur le premier entretien. On fait le premier entretien et l'objectif, c'est signer le contrat. Le problème, c'est que c'est une situation de travail qui va induire un comportement. On l'a vu tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas reprendre ça. Donc, pour éviter que le comportement, ça soit, une fois que j'ai signé mon contrat, après, je fais des stratégies d'évitement parce que j'ai atteint mon objectif personnellement et je n'ai pas eu le temps de rentrer dans cette fameuse dissonance. La question, c'est de mettre le contrat d'engagement en bas. Alors, sur certaines collectivités, on a mis un contrat d'orientation pour gérer l'entretien, pour gérer cette phase-là. Toujours pareil, je m'engage sur une phase d'accueil. J'ai bien compris la phase d'accueil. Je signe un contrat d'orientation qui est un contrat court et dont l'objectif, c'est de pouvoir signer le contrat d'engagement avec un parcours étayé. Et donc, du coup, on va se retrouver, comme on a fait la première semaine, sur un travail avec un diagnostic, une collaboration de parcours. Ça va permettre à la personne de réfléchir parmi tous les objectifs qu'elle a et tous les parcours qu'elle a de potentiel, celui qu'elle choisit. Elle décide du parcours une fois qu'il est monté et ensuite, on remplit le contrat et on signe le contrat. Et là,
on a un effet de comportement qui est complètement différent. Après, je pourrais vous présenter plein de trucs. On a fait ça en IAE, etc., etc. Voilà, avec des enchaînements, pareil, avec des problématiques différentes. Et l'idée de l'ingénierie, c'est de structurer ce travail pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Vous voyez, donc là, on va avoir aussi un cadrage, pareil, les éléments de choix à chaque fois, parce que chaque activité, il y a des choix, chaque activité, il y a des choses à faire, avec des outils, avec des processus. Voilà. L'idée de l'ingénierie, pour finir sur cette affaire, c'est de poser un cadre à l'intervenant ou aux intervenants suffisamment clair pour qu'il ait des repères et que derrière, on puisse être en sécurité pour travailler et qu'on puisse aussi mesurer les effets pour pouvoir les améliorer. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci. Bon. Merci beaucoup. Merci pour à cette vous. belle journée pour votre Merci présence. beaucoup, bonne journée. Merci, Pascal. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci.